Bonjour, bonjour à tous. Si vous voulez bien vous asseoir dans ce magnifique amphithéâtre. Je m'appelle Alexandra Ben Saïd, j'ai le plaisir de modérer cette table ronde. Je suis journaliste à France Inter. L'intitulé de cette table ronde, c'est « Comment enfin réussir les politiques publiques ?» Alors, je ne sais pas ce que vont dire les intervenants, mais le « enfin » est un petit peu mystérieux. Ça voudrait dire qu'on sait ce qu'il faut faire et qu'on ne le fait pas. Ça voudrait dire qu'on n'en a pas réussi. Je ne sais pas ils vont nous dire comment ils prennent l'intitulé. En tout cas, qui ne voudrait pas faire mieux sur le logement? Il paraît que c'est une des principales préoccupations des Français aujourd'hui. Pas il paraît d'ailleurs, nous savons que. Qui ne voudrait pas faire mieux sur l'éducation? Vous avez peut-être ouvert le Parisien ce matin. Le ministre de l'Éducation nous dit que les évaluations des élèves de 4e sont inquiétantes. Et on sait que le niveau se dégrade d'année en année. Il y a d'autres sujets, évidemment. Qui ne voudrait pas faire mieux sur le chômage? On aura les chiffres du chômage demain. On a fait mieux ces dernières années, mais là, peut-être que ça va remonter un petit peu. Et de façon globale, on a 2 spécialistes du chômage. Je vais vous les présenter dans un instant. On est toujours au-dessus de 7% de chômage, là où d'autres sont au plein emploi. Donc, comment est-ce qu'on explique qu'on ne réussisse pas à apporter aux citoyens toujours des solutions? Ou peut-être qu'on y réussit, mais dans un laps de temps si long que nous perdons la vision. Ça aussi, il va falloir nous aider à comprendre. Cette table ronde, elle pose plusieurs questions. Évidemment, il y a un premier niveau de réponse qui est « on n'y met pas l'argent qu'il faut », mais il y a un deuxième niveau sur lequel on peut se questionner, c'est est-ce qu'on sait ce qui marche? Est-ce qu'on sait quelles seraient les politiques publiques qui marchent? Est-ce qu'une politique publique, donc, c'est un problème collectif et l'État ou le territoire qui y répond? Est-ce que les gouvernements sont mal conseillés? On a plein de conseillers là dans ce panel, on va pouvoir leur poser la question. Est-ce qu'on ne sait pas mettre en œuvre? Est-ce que c'est un problème de méthode? Est-ce que c'est un problème de temps? Est-ce que les gouvernants sont incompétents? Bref, voilà tout ce que recouvre ce thème de cette table ronde qui est absolument passionnant. Sans doute aussi une responsabilité des médias. Est-ce qu'on informe assez les citoyens pour que lorsqu'une politique publique leur est présentée, les citoyens soient assez bien informés pour la juger? Bon. En tous les cas, vous avez peut-être aussi ouvert le Figaro ce matin. Il y a le maire de Marseille, là on est à l'échelon territorial, qui dit que quand il ne réussit pas ses politiques publiques, ça lui fait faire du souci, et à nous tous, parce que c'est la désaffection des citoyens qui se joue. Donc c'est un enjeu démocratique. Pour répondre à toutes ces questions, je vous présente donc les intervenants de ce panel. Et tout d'abord, à ma droite, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Bonjour. Bonjour. Gouverneur de la Banque de France et à ce titre membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Christine Erel est à ma gauche. Christine Erel, bonjour à vous, professeure d'économie au CNAM. Vous êtes aussi la directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail. Thierry Pech est tout au bout. Thierry, il est directeur général de Terra Nova, un think tank. Après, ils ont eu d'autres fonctions qu'on détaillera encore un peu très précises. Alexandra Roulet est professeure d'économie à l'INSEAD, spécialiste du marché du travail. Bonjour. Alexandra, pardon. Et Philippe Martin, le doyen de l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Vous êtes professeur au département d'économie et vous avez présidé le conseil d'analyse économique qui est le think tank des économistes rattachés à Matignon. Indépendant, mais qui conseille. Donc, c'est pour ça que je vous disais, vous allez voir, on a des conseillers. Et donc, c'est Philippe Martin qui a pensé cette table ronde et à qui je donne la parole pour une première intervention. Merci Alexandra, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je vais commencer juste par une photo assez simple sur la question des politiques publiques et les différents instruments. Donc évidemment, quand on pense aux politiques publiques, on pense aux dépenses publiques, dont on sait qu'elles sont importantes en France, mais il y a aussi d'autres types d'interventions, les réglementations, la politique monétaire dont certainement François Villeroy de Galhau va parler. Mais quand même, la question des dépenses publiques est un point assez essentiel quand on parle de ce sujet. On commence sur ce sujet à la fois du point de vue local et national.
On a dépassé cette année, en 2022, les 1500 milliards d'euros de dépenses. On est certainement les premiers au monde en pourcentage du PIB. Alors, des fois, on est proche de la Belgique ou d'autres pays, hein, à peu près à 58% du PIB. On est évidemment au-dessus de la moyenne européenne qui est plutôt autour de 51%. Et on est au-dessus de la moyenne de ce qu'on était dans les années 2010. Donc il y a aussi un phénomène d'augmentation continue de la part des dépenses publiques dans le PIB. Il y a deux types de dépenses publiques qu'il faut avoir en tête. C'est celles qui sont d'abord la production de services publics, hein. Évidemment, on pense à l'éducation, vous en avez parlé, l'enseignement, la police, etc. Et puis ensuite, d'autres types qui sont assez différents, mais qui ont aussi un impact évidemment en termes de politique publique, qui sont les transferts sociaux, la retraite, le logement, etc. Alors, il y a une très forte augmentation par rapport au début du siècle. Hein. Au début du siècle, on était à peu près à 14% du PIB. Hein. Donc, alors dans tous les pays en Europe, dans les pays de l'OCDE, il y a eu très forte... Du siècle précédent, merci. C'est vrai que bon, là, c'est pas très sympa parce que François Villeroy de Galhau fait allusion de manière un peu directe à mon âge, mais en effet, c'est vrai. Bon, alors, ok. Non, le mien est encore plus élevé. Donc en effet, on était à 14% en 1900. Bon. Je pense que, et Alessandra il faisait allusion dans le « enfin », on a l'impression que rien ne marche et certainement on va parler de l'efficacité des dépenses publiques, des politiques publiques, et je pense que c'est un sujet réel, et ce matin encore on en parlait sur l'éducation et les résultats pas très bons, hein, sur l'éducation qui viennent de tomber. Mais il faut avoir en tête, et l'INSEE a fait un travail extrêmement important sur ce sujet, sur le fait que les politiques publiques et la dépense publique ont un impact très fort, en particulier sur la question des inégalités. Et très clairement, là, la dépense publique réduit fortement les inégalités. Hein. L'INSEE montrait qu'avant les transferts, avant les dépenses publiques, les ménages les plus aisés, les 10% les plus aisés de la population, ont un revenu qui est en gros 18 fois supérieur aux ménages qui ont les revenus les plus modestes. Et donc ce ratio de 18, hein, il passe ensuite, une fois qu'on intègre justement ces transferts et les différentes dépenses publiques, hein, encore une fois que ce soit les transferts sociaux mais aussi les dépenses publiques en termes d'éducation, de santé, ce ratio passe à 3. Donc on divise très 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 fortement les inégalités, hein, grâce à ces dépenses publiques, et donc la moitié de cette redistribution elle est liée, par exemple, à l'éducation, à la santé, au logement. Donc, on va certainement dire beaucoup de choses négatives sur les politiques publiques au sens de leur efficacité, hein, mais je pense qu'il faut commencer par dire que quand même, cet argent, il a un impact aussi en termes d'inégalité, même si je pense à l'éducation et l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de choses à améliorer de ce point de vue. Et pourtant, et c'est un peu le paradoxe, hein, évidemment, il y a une insatisfaction très forte des Français sur la question des politiques publiques. Hein. Je regardais, l'OCDE nous dit par exemple que il y a une insatisfaction plus forte en France que dans d'autres pays de l'OCDE, alors même qu'on dépense plus qu'en France. Alors peut-être c'est parce qu'il y a une déception des Français du fait qu'on dépense beaucoup et que l'efficacité n'est peut-être pas au rendez-vous. 28% des Français font confiance au gouvernement sur le sujet des dépenses des politiques publiques, contre 41% pour les pays de l'OCDE. Hein. Donc on est très méfiant vis-à-vis
vis-à-vis de la politique publique en France, plus que dans d'autres pays. Et c'est particulièrement faible, en particulier sur l'éducation. C'est un peu mieux sur la santé. Donc voilà, je pensais commencer par ce panorama assez rapide. Je reparlerai évidemment en particulier de mon expérience au Conseil d'analyse économique, mais je pense que c'est pas mal d'avoir cette photo sur ce sujet. Oui, il fallait faire la photo. Et j'en profite pour vous dire ce que j'ai complètement oublié de vous dire. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour discuter des politiques publiques. Et je vais vous donner le numéro qui vous permet de poser les questions qui me parviennent sur une tablette. Vous pouvez les poser par SMS et on me dit que ça ne coûte rien. Donc, voilà, le numéro c'est 07 67 67 98 41. S'il vous plaît, notez-le, 07 67 67 98 41, parce que tout arrive là et c'est moi qui lirai vos questions et les transmettrai à nos intervenants. Donc il va y avoir, après cette session de panel, vos questions. Merci Philippe donc pour la photo. On reviendra en effet à votre rôle en tant que président du CAE. Je me tourne vers Alexandra Roulet. Alexandra, vous, justement, vous avez eu un rôle de conseillère de juin 2022 à septembre 2023, conseillère macroéconomique, macroéconomie et politique publique auprès du président de la République et de la Première ministre. Et donc, vous avez vécu avec nous les dernières grandes réformes, la retraite, l'assurance chômage. Quels enseignements tirez-vous ? Alors, bonjour, merci Alexandra. En effet, je pense que ce que je vais dire là est probablement différent de ce que j'aurais dit il y a 1 an et demi. C'est donc le fruit de mon passage au cabinet du président et de la Première ministre. Donc, le point sur lequel je vais le plus parler, c'est l'apport de la recherche en économie dans la décision publique. Comment est-ce que la recherche en économie, les travaux des économistes peuvent féconder la décision publique, puisque évidemment on est au GECO, donc c'est intéressant de se pencher sur cette question. Et donc je pense que j'aurai une lecture beaucoup plus positive aujourd'hui que j'aurais pu l'avoir il y a 1 an et demi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 1 an et demi, j'aurais essentiellement dit « Ah là là, les politiques publiques prennent pas assez en compte les travaux des évaluations, les travaux des économistes, etc. » Je pense qu'en fait, cette influence doit s'appréhender sur le moyen terme et sur le temps long, pas seulement sur le court terme, et qu'elle est en fait plus profonde qu'il peut y paraître. Pourquoi ça ne doit pas s'appréhender sur le court terme ? Parce que souvent, en fait, pour que les résultats d'une étude puissent véritablement influencer la politique publique, il faut qu'il y ait une coïncidence entre la disponibilité de ces résultats et une fenêtre d'opportunité politique. C'est-à-dire que si, par exemple, on évalue une politique, mais que les résultats de l'évaluation arrive après le moment où il a fallu décider de reconduire ou de terminer la politique, évidemment, on ne va pas forcément pouvoir prendre en compte les résultats de l'évaluation. Il y a une sorte de hiatus temporel. Simplement, sur le temps long, ces études sont quand même très très utiles et viennent finalement à être prises en compte. Par exemple, je prends l'exemple de la réforme de France Travail. France Travail, on a beaucoup parlé du volet RSA. Ça a été le volet France Travail, pardon. France Travail, c'est ce qui remplace, c'est ce qui va coordonner. Exactement. Donc France Travail, ça va être le nouveau nom de Pôle emploi. Et donc, c'est essentiellement la réforme de Pôle emploi. Bon, il y a plusieurs volets, mais c'est essentiellement la réforme du service public de l'emploi. Et il y a donc eu un rapport qui a présidé à cette réforme, qui a dessiné les orientations qui vont être celles du nouveau Pôle emploi de France Travail. Et ces orientations, elles sont directement influencées par les dizaines d'études qui ont été menées dans les 20 dernières années en collaboration avec Pôle emploi. Là, presque toutes ces études n'ont pas été faites en vue de France Travail. Elles ont été faites par des chercheurs qui se posaient des questions de politique publique, qui ont collaboré avec Pôle emploi, qui ont étudié tel ou tel programme. Et à la fin, au bout d'un certain temps, on voit se dessiner, avec toutes ces petites études qui font comme des petits points sur une toile, on voit se dessiner des orientations possibles et elles ont pu nourrir cette réforme de Pôle emploi. Donc, il n'y a pas toujours ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas toujours un aspect direct et immédiat entre un travail en économie et l'impact sur le politique publique, mais à long terme, ça nourrit les politiques publiques. Simplement, il y a 2 points de vigilance qu'à mon avis, il faut avoir. Le premier point de vigilance, c'est la question du passage à l'échelle. Donc souvent, les travaux des économistes évaluent de façon assez micro un programme ou prennent un angle très précis pour répondre à une question précise. Et après, on se dit, tiens, ça a marché,
on voudrait le généraliser. Et là se pose tout un tas d'autres questions qui sont celles du passage à l'échelle. Il y a un très bon livre qui, à mon avis, n'a pas été traduit en français, mais de John List, qui s'appelle The Voltage Effect, qui est consacré à cette question du passage à l'échelle et qui explique comment, du fait de contraintes d'offres, on ne peut pas toujours massifier une politique qui a eu en fait des très bons effets au niveau local. Parfois, un programme a très bien marché à un petit échelon parce qu'il y avait beaucoup de bonne volonté pour le faire marcher, et ce n'est pas forcément le cas si on généralise le programme. Parfois, il peut y avoir des effets de déplacement, c'est-à-dire qu'un programme a très bien marché pour ses bénéficiaires, mais ça s'est fait au détriment d'autres gens. Donc, par exemple, vous allez accompagner très fortement des gens pour chercher un emploi, ils vont trouver un emploi, mais ça va peut-être se faire au détriment de ceux qui ne sont pas accompagnés. Donc il y a tous ces effets de passage à l'échelle et d'équilibre général qui sont très importants à prendre en compte et qui peuvent aussi expliquer pourquoi il n'y a pas toujours un lien, enfin on ne peut pas toujours tirer un lien direct entre tiens, telle chose a marché, il faut nécessairement ou facilement le généraliser. Et l'autre chose qui est à mon avis importante, c'est que il faut accepter le fait que les décideurs publics et la décision de politique publique ne peut pas toujours s'appuyer sur des certitudes, sur des vérités. On ne sait pas tout, et c'est un fait. Donc il faut, à mon avis, voir la politique publique comme un art, pas comme une science. Donc on aurait cette espèce de toile. Sur cette toile, on aurait des petits points qui sont les faits un peu scientifiquement établis. Et il faut s'appuyer sur la science et sur tout ce qu'on sait. Mais il faut aussi accepter d'extrapoler. Il faut aussi accepter que certaines choses ont été estimées dans des contextes très précis. Et là, on va essayer de le mettre en place dans un autre contexte. Donc on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Et pour extrapoler, pour faire ce travail, il faut aussi s'appuyer sur un certain sens de l'histoire. Donc moi, je ne suis pas historienne, mais je pense que de la même façon que c'est très important qu'il y ait des économistes qui participent à la décision publique, je pense que c'est très important qu'il y ait des historiens, parce que pour moi, la réussite des politiques publiques doit se juger sur le temps long. C'est à cette échelle qu'on peut voir véritablement les effets d'une politique publique. Il y a des effets qui mettent beaucoup de temps à se matérialiser. C'est à l'échelle du temps long qu'on voit les points d'inflexion. Et donc, il faut absolument conjuguer l'apport de la science économique avec l'apport de l'analyse historique des crises passées, de toutes les politiques, les grands tournants historiques et ce qui a pu y amener. Il faut évidemment aussi s'appuyer beaucoup sur les analyses descriptives, pas que les analyses causales, les évaluations, c'est très important, mais il faut aussi avoir bien en tête les statistiques descriptives. Donc là, il y a un travail aussi très important à faire en économie, qui n'est pas toujours assez fait par la recherche en économie, et puis bien sûr aussi sur la théorie et le raisonnement. Donc il y a à mon avis plein d'ingrédients à prendre en compte de différentes parties prenantes qui doivent éclairer la décision de politique publique. Et donc, pour être enfin réussi, comme on dit, la politique publique doit vraiment se nourrir de toutes ces perspectives. Le dernier point que je veux faire, et je serai très rapide, c'est un point un peu institutionnel. Donc, c'est vrai que vous rappeliez qu'on est souvent insatisfait sur les politiques publiques. Et je pense que ce qui est assez compliqué avec les politiques publiques, c'est qu'on ne sait pas très bien à quel objectif mesurer qu'une politique publique est réussie ou non. Donc je disais, je pense que déjà ça s'appréhende sur le temps long, mais au-delà de ça, il peut y avoir différents objectifs. À la différence de la politique monétaire, qui a un objectif clairement défini, une cible d'inflation, c'est très clair, les objectifs de politique publique sont multiples et peuvent parfois, heureusement pas toujours, entrer en conflit. On peut très bien avoir une politique publique qui, sur le plan, à l'aune d'indicateurs économiques, est réussi et ne l'est pas à l'aune d'indicateurs environnementaux. Il peut y avoir un conflit. Heureusement, il n'y a pas toujours un conflit, mais il peut. Et dans ce cas-là, comment on résout le conflit ? Généralement, on le résout par le vote. C'est-à-dire qu'en gros, différents partis politiques vont mettre l'accent sur différents objectifs, et puis le parti qui est élu va mettre en place des politiques publiques qui mettent davantage l'accent sur l'objectif qui valorise. Or, le sujet qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est qu'on n'est pas toujours tous... on a une sorte de sujet sur la représentativité du vote et la légitimité qu'on accorde aux résultats des élections. Donc je prends l'exemple de la réforme des retraites. Sans entrer dans le détail de la réforme, on pourra y revenir dans la discussion. On a eu quand même un sujet politique assez majeur avec le fait que donc il y a plusieurs orientations qui sont possibles, mais toujours est-il que donc, le président avait fait campagne sur l'idée de faire une réforme des retraites. Il a été élu, il y a eu des élections législatives et il y a eu une majorité de députés qui ont été élus pour un parti qui était favorable à une réforme des retraites qui passait par l'allongement du temps de travail. Donc ça, c'était l'espèce de mandat dont l'exécutif se revendiquait pour faire sa réforme. Et donc c'est vrai, ils ont été élus. À côté de ça, on avait des oppositions qui disaient « Oui, mais vous avez été élus par des gens qui n'adhéraient pas à votre programme. Vous avez été élus au second tour face à l'extrême droite. » C'est vrai aussi.
Mais donc, ça pose un vrai sujet, parce qu'à partir du moment où les décideurs publics n'ont pas... on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la légitimité qui résulte d'une élection et que ça ne donne pas mandat pour agir, sachant que, par définition, certaines politiques publiques vont plaire à certains et pas à d'autres. À partir du moment où on considère pas que la personne qui est élue est nécessairement légitime pour appliquer, pour mettre en avant les objectifs qu'elle priorise, on a un vrai problème de satisfaction par rapport aux politiques publiques, un problème institutionnel que moi je ne sais pas résoudre, je ne suis pas politiste, mais qui à mon avis est important à soulever dans le cadre de la perception qu'on a de la réussite des politiques publiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Alexandra Roulet. À vos côtés, donc je retiens cette idée de la question de la légitimité. On n'a pas encore totalement défini ce que c'est qu'une politique publique réussie. Et puis finalement, vous vous dites, je retiens aussi que les gouvernants écoutent, lisent les chercheurs. On a entendu ça. Oui, enfin l'exécutif actuel. En tout cas, l'exécutif. Ok. On prend la nuance. À mes côtés, le gouverneur de la Banque de France. Alors, François Villeroy de Galhau, vous n'êtes pas que gouverneur de la Banque de France. Vous avez aussi été directeur de cabinet sous le gouvernement Jospin. Et vous êtes aussi passé par le privé. Et dans les entreprises, justement, quand quelque chose ne marche pas, on sait bien démonter la machine. Vous êtes passé par la banque et regardez ce qui ne marche pas. Je ne sais pas si on sait aussi bien le faire dans le public. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, Alexandra Roulet, disait finalement c'est plus facile de faire une forme de politique publique, une politique monétaire, car vous êtes indépendant et vous avez une seule cible. D'abord, merci de m'accueillir. Je voulais dire combien je suis heureux, une fois de plus, de retrouver les GECO. J'en est à ma 7e ou 8e participation, mais c'est la première fois dans cet amphi magnifique. J'en profite pour vérifier que tout le monde en haut entend bien. Oui. Et effectivement, cette année, les GECO nous posent une question assez provocante qui est comment enfin réussir les politiques publiques. Moi, j'ai été frappé, comme Alexandra Ben Saïd, par cet enfin qui traduit une forme de désenchantement. Il y a l'idée que les politiques publiques, et en particulier les politiques économiques, moi dont je vais parler, sont moins efficaces qu'avant. Alors, si on essaye d'expliquer ça, au fond, je vais partir de 3 questions ultra simples, qui sont 3 candidats à l'explication. La première qui vient, mais c'est celle que je traiterai en dernier, c'est la question du comment. C'est l'idée qu'on ne s'y prend pas bien. Mais je voudrais avant évoquer 2 autres questions dont on parle moins et qui me paraissent centrales. C'est la question du pourquoi, et puis c'est la question du quand. Sur la question du pourquoi des politiques publiques, je vais commencer là où, au fond, Alexandra Roulet a terminé. Et je ferai bien un éloge de 2 personnes qui ne sont pas des économistes, c'est Edgar Morin et l'éloge de la complexité, et Freud et les injonctions contradictoires. Je vous rassure, je suis totalement incompétent pour me lancer dans un cours de freudisme, mais je crois que l'un et l'autre pointent quelque chose qui est l'histoire des contradictions. Alexandra parlait des contradictions d'objectifs. Presque toute politique publique a à traiter des objectifs divers, non naturellement convergents. Or, notre débat actuel a beaucoup de mal à traiter ça, parce que notre débat, il est très simplificateur et il est très polémique. Chacun arrive avec une solution censée être l'alpha et l'oméga par rapport à ces contradictions. Or, avancer sur ces contradictions d'objectifs, de solutions, etc., c'est l'essence même de la discussion démocratique, me semble-t-il. La démocratie, elle est née à cause de ces contradictions d'objectifs. Et là, je crois qu'il faut que nous redécouvrions quelque chose. Je vais en citer 2 exemples dans les politiques économiques. La première, c'est la question des finances publiques, dont Philippe Martin a parlé. Pardon, je vais résumer, peut-être caricaturer, mais au fond, la grande majorité de l'opinion, et probablement la grande majorité d'entre nous, souhaite avoir plus de services publics, et donc souvent plus de dépenses, et souhaite payer moins d'impôts. Voilà une contradiction naturelle, mais elle n'est pas simple à résoudre. Elle se résout en général par la succession des déficits et l'accumulation de la dette. Même en politique monétaire, donc on a dit qu'elle était plus simple et qui est effectivement ma responsabilité. Nous avons un objectif plus clair, nous avons un objectif qui est de limiter l'inflation, de la ramener vers 2%. J'y reviendrai. Mais nous avons aussi nos contradictions. On nous dit, oui, mais attention, régler l'inflation, qui est bien notre préoccupation à nous, mais ne freinez pas la croissance, ne provoquez pas la récession. Je pense qu'on n'y arrive pas trop mal,
mais partout, on a ces couples en tension, donc la question du pourquoi. Ensuite, la question du quand. Toute politique publique a besoin de durée. En général, ça se compte en nombre d'années pour avoir des résultats. Or, notre temps politique, médiatique, attend de plus en plus des résultats immédiats. De plus en plus. Et ça, c'est la contradiction, la tension face à laquelle les responsables publics se retrouvent. Alors, ils s'en sortent en général par l'effet d'annonce. L'effet d'annonce, ça consiste à aller très vite à la télévision ou à la radio et à dire « Ah, il y a telle émotion ou telle question qui a surgi dans le débat public cette semaine, voilà ce que je vais faire. » Et un ministre qui ne fait pas ça très vite, il est vu comme n'étant pas à la hauteur de sa charge. Oui, mais l'effet d'annonce, il ne règle pas le sujet en une semaine. Et donc la succession des effets d'annonce, c'est un peu un placebo face à cette question du temps qui, dans la durée, aggrave le mal, parce que nos concitoyens, évidemment, se rendent compte que la succession des effets d'annonce, ça ne fait pas encore une politique publique efficace dans la durée. Alors là aussi, c'est un peu plus facile, probablement pour la Banque centrale, à cause de la question de l'indépendance. On a la clarté du mandat. L'indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes indépendants non seulement du pouvoir politique, ou des pouvoirs politiques quels qu'ils soient, non seulement des intérêts privés quels qu'ils soient. Au passage, Alexandra Ben Saïd a parlé de l'entreprise. Je n'idéaliserai pas l'entreprise sur la question de l'efficacité. Et elle, sa question est beaucoup plus simple parce qu'en général, elle a moins de contradictions d'objectifs. Mais indépendance par rapport au pouvoir politique, au privé, indépendance aussi par rapport au court terme. Et je peux vous dire que je chéris tous les jours cette capacité que nous avons de nous inscrire dans la durée. La politique monétaire aussi, ça prend 1 à 2 ans pour produire des résultats. On commence à le voir. La contrepartie de l'indépendance, qui ne peut pas être une solution générale, c'est que c'est sur un mandat qu'on nous donne, la cible d'inflation de 2%, et qu'on a une obligation de résultat et de rendre des comptes. Je termine juste par la question du comment. J'ai dit que ce n'était pas la plus importante, elle est évidemment importante, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'ajoute juste 2 pistes pour agir mieux. Et il se trouve que là aussi, la politique monétaire, je connais un peu mieux, a la chance de pouvoir bénéficier de ces 2 pistes. La première, c'est non seulement l'évaluation dont parlait Alexandra Roulet, mais c'est le benchmark européen et international. Quand une entreprise a des concurrents, une autorité publique a des référents. Et presque toujours, les questions qui se posent, elles se posent aussi ailleurs. Notamment, c'est une des chances de l'Europe. On est 20 dans la zone euro, on est 27 dans l'Union européenne, on a presque tous les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui marche mieux ailleurs? Je vais prendre l'exemple de l'éducation. Là, je crois que le benchmark, honnêtement, le benchmark est très sous-développé dans notre débat. Je crois qu'il aiderait beaucoup. Et puis, l'autre question, c'est l'interpénétration encore plus forte entre les politiques publiques et la recherche économique, la recherche académique. Je crois, par rapport à ce que disait Alexandra, qu'il y a quand même encore un champ de progrès. Je vais prendre un exemple qui est celui des dépenses publiques. Quelles sont les dépenses publiques les plus efficaces pour la croissance économique, pour la cohésion sociale, pour l'avenir? Il y a très très peu de recherche économique là-dessus, et je le regrette. Là aussi, on a la chance en politique monétaire d'avoir un dialogue avec les économistes qui est assez fort. Bon, si je termine en disant que, voilà, sur l'inflation, je crois que nous sommes en bonne voie de succès, mais je ne suis pas là pour faire la publicité d'une politique monétaire qui marche. Je redis simplement que nous ramènerons l'inflation vers 2% d'ici 2025, au plus tard. Mais comment réussir enfin les politiques publiques, et je vais dire les politiques économiques? Je crois qu'il faut un peu plus de politique et moins de polémique. Ça, c'est le pourquoi. Il faut un peu plus d'économie et moins d'économisme. Alors, pardon de cette simplification pour les économistes qui sont à la table ou dans la salle. Je veux dire peut-être un peu moins de temps en temps de mathématiques ou de théorie et un peu plus de cas réels. Je crois d'ailleurs que c'est l'évolution pratique de l'économie aujourd'hui. Et je termine par une expression que j'aime bien et qui est tombée en désuétude, c'est l'expression d'économie politique. Autrefois, en français, c'est ça qui désignait ce qu'on appelle la macroéconomie. Et je ne résiste pas au plaisir, comme on est à Lyon, de dire que le dernier manuel d'économie politique qui a existé en France, c'était celui de Raymond Barre, grand lyonnais d'adoption. Merci. Merci François Villeroy de Gallo. Alors moi je retiens que vous regrettez, ou que vous dites on pourrait regarder davantage ailleurs pour voir ce qui marche pas.
Et je me tourne vers Christine Erel. Christine Erel, comme je vous l'ai dit, elle est professeure d'économie au CNAM, directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail. Et ce qui est très intéressant, Madame Erel, c'est que vous avez aussi participé au comité d'évaluation sur les ordonnances travail. Et vous avez, alors comment je vais formuler ça, travaillé sur le sujet des travailleurs de seconde ligne sur leur accompagnement, c'est ça ? Sur l'accompagnement des partenaires sociaux. C'est ça, oui. Voilà, vous allez préciser. Pour aider Matignon sur ce sujet. Et en écoutant François Villeroy de Galhau, j'ai envie de vous dire, vous qui êtes une spécialiste du marché du travail, est-ce que chez les autres, ça se passe mieux ? Est-ce qu'on sait que chez les autres, il y a des trucs qui marchent et nous, vraiment, on ne sait pas les mettre en place ? Merci pour ces questions. Alors, je vais effectivement me concentrer d'abord dans cette première intervention sur la question des politiques de l'emploi et du travail, qui sont celles que je connais le mieux. Et puis, éventuellement, ensuite, dans la discussion, j'aurai sans doute l'occasion de revenir sur d'autres aspects. Mais donc, je vais peut-être commencer, pour être un peu positive, par dire que même en France, on a des politiques de l'emploi qui marchent. Et je vais vous citer 2 exemples. Le premier exemple, c'est un dispositif d'accompagnement pour les jeunes très éloignés du marché du travail qui s'appelle la garantie jeune, qui avait été mis en place de façon expérimentale en 2013, qui a ensuite été généralisé en 2017, puis transformé plus récemment en contrat d'engagement jeune, mais là, sur cette dernière modalité, on n'a pas encore d'évaluation. Mais pour dire donc que la garantie jeune qui combine un accompagnement renforcé pour les jeunes par les missions locales et puis aussi une allocation d'autonomie donnée à ces jeunes, c'est un dispositif qui a été évalué favorablement, dont on a pu montrer qu'il augmentait le taux d'emploi des jeunes qui étaient bénéficiaires du dispositif par rapport à ceux qui ne le sont pas, et cela même après la généralisation en 2017. Donc c'est un exemple, je pense, intéressant de mesures françaises, largement articulées d'ailleurs avec une perspective européenne, puisque ce dispositif s'inscrivait dans une initiative pour l'emploi des jeunes décidée en 2012, qui avait donc pour objectif d'augmenter les taux d'emploi des jeunes dans tous les pays européens. Donc tous les pays ont mis en place en fait des dispositifs spécifiques, mais voilà, la variante française a bien fonctionné. Deuxième exemple, le plus récent, c'est celui de l'activité partielle. Donc vous avez tous en tête que pendant la crise sanitaire, un grand nombre de travailleurs, donc jusqu'à 8 millions de personnes, ont été donc bénéficiaires du dispositif d'activité partielle. Il me semble que ce dispositif, dans ce contexte très particulier de la crise sanitaire, a effectivement aussi été un succès parce qu'il a été adopté très rapidement. On était effectivement sur une temporalité très particulière de crise. Il a été adopté très rapidement. Il a permis d'éviter du chômage, d'éviter des pertes de revenus pour les salariés concernés. Il a permis aussi aux entreprises de conserver leur main-d'œuvre et de redémarrer plus rapidement leur activité. Donc c'est un deuxième exemple de réussite qui s'appuyait sur des expériences antérieures. L'activité partielle avait déjà été utilisée en 2009 pendant la crise financière, avec toutefois moins d'ampleur. C'était vraiment un nombre beaucoup plus réduit de salariés qui étaient concernés, mais on avait déjà montré là aussi, grâce à des évaluations, que le dispositif était efficace. Voilà, donc 2 exemples pour montrer qu'en France aussi on sait faire des choses qui marchent et qu'il faut le garder en tête. Une deuxième idée que je voudrais développer, c'est ce que j'ai écrit aussi dans une tribune pour Le Monde que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, c'est qu'il me semble qu'en matière de politique publique et de politique de l'emploi en particulier, il faut savoir réfléchir par moment, mettre en débat le modèle sur lequel on s'appuie pour conduire les politiques publiques. En effet, dans le champ de l'emploi et du travail, on a un modèle dominant depuis les années 90 qui avait été largement poussé donc, par des économistes, y compris sur la base d'approches théoriques, je ne vais pas entrer dans les détails, et par l'OCDE ou l'Union européenne, qui est un modèle qui prône ce qu'on a appelé l'activation, c'est-à-dire le fait de pousser les chômeurs, les personnes inactives à entrer sur le marché du travail et à aller en emploi, quel que soit cet emploi, y compris sur des emplois à temps partiel, parfois courts, etc. Donc ce modèle, c'est celui qui a inspiré de nombreuses politiques publiques des années 90 et 2000 et a inspiré ce qu'on a appelé les réformes structurelles. Donc dans cette logique de réforme structurelle, on trouve aussi encore aujourd'hui donc les réformes par exemple de l'assurance chômage avec l'introduction de la dégressivité. On peut aussi dire que la réforme des retraites entre dans cette logique d'augmentation des taux d'emploi, de priorité accordée à l'augmentation des taux d'emploi.
ou la réforme en cours du RSA. On peut penser aussi qu'on s'inscrit toujours dans cette logique. Alors bien sûr, il faut nuancer, il y a toujours des éléments qui vont aussi venir nuancer ce tableau. On n'applique pas de manière mécanique un modèle théorique sans l'adapter. Mais malgré tout, il faut, je pense, aujourd'hui mettre en débat ce modèle pour prendre en compte d'autres objectifs parce que le contexte a changé. Donc le contexte a changé parce qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, on a des enjeux d'attractivité des emplois qui se posent, de difficultés de recrutement pour les entreprises. On a des enjeux aussi de transition écologique qu'il faut qu'on puisse gérer dans les années qui viennent. Donc pour toutes ces raisons, il faut réfléchir aussi à un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, il me semble qu'il doit prendre en compte deux objectifs prioritaires, la qualité des emplois, et pas seulement donc effectivement l'accès à un emploi quel qu'il soit. Il faut réfléchir aussi à la question de la qualité. Donc la qualité, ça veut dire le niveau de salaire, mais ça veut dire aussi plein d'autres choses. Ça veut dire les horaires de travail, ça veut dire le type, le sentiment de sécurité de l'emploi, ça veut dire le contenu et l'intérêt du travail, les relations au travail. Donc, tous ces aspects sont des aspects qui doivent être aujourd'hui pris en compte. Et de la même manière, en matière de transition écologique, on a tous en tête l'urgence des dispositifs à prendre en matière climatique. Il y a bien sûr des enjeux pour les entreprises dans la conduite de leur activité et en lien avec ces questions d'emploi, de formation qui deviennent prioritaires. La formation sur des spécialités en lien avec la rénovation énergétique, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que dans les politiques publiques aujourd'hui, en matière d'emploi, il me semble qu'on doit prendre en compte effectivement un objectif de qualité de l'emploi et du travail, un objectif de transition écologique, de soutenabilité écologique. Alors comment est-ce qu'on peut le faire? Il me semble qu'il y a deux manières de faire. La première manière, c'est de prendre en compte des critères, c'est de définir des critères de qualité de l'emploi, des critères de soutenabilité écologique, ce qui est partiellement fait, par exemple, en matière écologique, par une directive européenne qui fixe un ensemble de critères qui devront être rendus publics par les entreprises, d'indicateurs qui devront être rendus publics par les entreprises à partir de 2024. Donc on va avoir plus d'informations sur l'impact climatique des activités productives à partir de l'année prochaine. Et ça, pas seulement pour les très grandes entreprises, mais aussi pour les moyennes entreprises. Donc, il me semble que cette réflexion sur les critères est importante. En matière de qualité de l'emploi, on peut le faire aussi. C'est ce qu'on avait fait justement en partie pendant la mission sur les travailleurs de la deuxième ligne, mais je vais y revenir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'il faut aussi plus de participation à tous les échelons pour la mise en œuvre des politiques de l'emploi, donc participation des partenaires sociaux, participation des associations environnementales, au niveau des entreprises, participation des salariés dans l'entreprise. Les ordonnances travail de 2017 ont modifié le système de représentation des salariés, et ce qu'on a constaté au cours du temps, depuis la mise en place de cette réforme, c'est qu'on a moins de représentation de proximité dans les entreprises. Or, on a besoin d'un dialogue social de proximité, y compris justement pour faire progresser ces enjeux concrets de qualité des emplois, de qualité de l'environnement de travail, de qualité du management et de l'organisation du travail. Donc voilà un petit peu pour des perspectives qui me semblent importantes aujourd'hui. Et encore une fois, donc avec cette idée de proposer un nouvel horizon, un nouveau modèle pour les politiques de l'emploi. Je terminerai sur une dernière chose en ce qui concerne donc la question de la temporalité qui a déjà été évoquée. Il me semble qu'il est aussi extrêmement important que les politiques publiques en général aient une cohérence dans la conduite de l'évaluation des politiques publiques. Donc on a effectivement en tant que chercheur bien conscience du fait que souvent les décideurs publics ont besoin de résultats rapides. Donc ce qu'on essaye de faire en tant que chercheur, mais ce n'est pas toujours facile effectivement de se mettre sur la bonne temporalité. Il n'empêche que sur certaines questions, il est regrettable à mon sens qu'on n'ait pas plus de continuité. Je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est effectivement l'évaluation des ordonnances travail. Donc, comme Alexandra l'a mentionné, j'ai été membre du comité d'évaluation des ordonnances travail. Ce comité d'évaluation a été supprimé en 2023 pour des raisons qui restent relativement obscures, dans la mesure où l'impact de ces ordonnances, évidemment, n'a pas pu être évalué de manière satisfaisante à ce jour.
On a eu la crise sanitaire depuis, et puis de toute manière, ce type de mesures, effectivement, sont des mesures qui mettent du temps à avoir un impact. On est sur quelque chose qui porte sur le droit du travail, sur la négociation collective. Donc on a besoin d'une temporalité longue pour en regarder l'impact. Donc là, il me semble regrettable que ce comité ait été dissous cette année, alors que les travaux sont encore en cours. Alors les chercheurs vont continuer à évaluer cette politique, mais il n'y aura plus vraiment de lieu d'échange avec les partenaires sociaux en particulier sur les résultats d'évaluation, et je trouve que c'est dommage. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, sur la mission d'accompagnement pour les travailleurs de la deuxième ligne qui a été évoquée. En fait, cette mission que j'ai démarrée juste à la sortie de la crise sanitaire comportait 2 phases. Une première phase de diagnostic, dans laquelle on a effectivement produit un certain nombre d'indicateurs concernant la qualité de l'emploi et du travail dans ces métiers de la deuxième ligne. Donc, on a pu montrer, en collaboration avec le ministère du Travail, avec la DARES, qu'on avait effectivement des déficits en matière de qualité de l'emploi pour ces métiers qui sont pourtant des métiers essentiels, y compris à l'avenir, métiers du soin, etc. Mais la deuxième phase qui était prévue, c'était une phase d'accompagnement dans les branches professionnelles pour aider les partenaires sociaux à mieux discuter, mieux négocier sur les sujets de qualité de l'emploi et du travail pour ces métiers particuliers. Et cette deuxième phase n'a pas eu lieu, ce que je trouve là aussi dommage, alors qu'elle était annoncée au départ. Donc là aussi, en termes de continuité, je pense que sur cet exemple, on pourrait avoir donc effectivement une pratique plus cohérente en matière de conduite de l'évaluation des politiques publiques. Merci Christine Erel. Et je pense qu'on y reviendra à l'évaluation et à la constance, à la continuité. Notre dernier intervenant, c'est Thierry Pech, le directeur général de Terra Nova. Thierry, vous avez aussi co-présidé le comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait été lancé dans le cadre du grand débat. Et le grand débat, si on se souvient bien, c'était le résultat des Gilets jaunes. C'était la solution trouvée. Voilà, si on remonte un peu plus loin. On sort de réformes controversées quand même. La réforme des retraites et puis quand même la réforme de l'assurance chômage qui n'a peut-être pas mis les gens dans la rue, mais les syndicats ont tous dit qu'ils étaient contre. Est-ce qu'une réforme réussie, ça veut dire pas d'opposition ? Est-ce qu'une politique publique réussie, ça veut dire pas d'opposition, Thierry Pech ? Il y a toujours en démocratie une opposition et c'est heureux. On ne recherche pas l'unanimité, et quand bien même on la rechercherait, on ne la trouverait pas. La question est de savoir si nos politiques publiques sont capables de construire un consensus suffisamment large pour ne pas rencontrer, non pas une opposition, mais une opposition majoritaire, une opposition catégorique, radicale. C'est ça la question. Avant de poursuivre la discussion sur laquelle vous me lancez, Alexandra, je voudrais moi aussi signaler 3 politiques publiques qui marchent ou qui ont marché. Parce que ce titre laisse penser que jusqu'ici, rien n'irait. Que peut-être dans le futur, nous aurions des politiques publiques capables de réussir. Enfin, jusqu'ici, ce ne serait pas le cas. 3 exemples. La politique de sécurité routière, qui a été mise en place à partir de la fin des années 70, une politique publique qui a marché avec du temps, en effet, ça n'a pas marché tout de suite, ça n'a pas marché en 10 minutes. Souvenez-vous qu'il y avait beaucoup d'opposition à la ceinture de sécurité, aux limitations de vitesse, etc. Mais enfin, à la fin, il y a eu moins de morts sur les routes. Ça a marché. La politique de vaccination pendant la pandémie, ça a bien marché. Je vous assure, pour fréquenter nos amis allemands, à un moment, ils nous enviaient. Le pass sanitaire, ils auraient aimé en avoir l'idée juste avant les départs en vacances. Ils avaient vu que c'était un levier particulièrement efficace. 3e exemple, la politique de sobriété énergétique qui a été mise en place il y a maintenant 1 an et demi, elle a bien marché aussi. Je lisais ce matin dans les Échos que 49% des PME-TPE françaises reconnaissent avoir fait des investissements de sobriété, d'efficacité énergétique. Donc, et ça dans un temps relativement bref. Donc il y a des politiques publiques qui marchent. Et ce serait un sain exercice dans un pays aussi dépressif que le nôtre, collectivement, pas individuellement, que chacun d'entre nous ici, nous nous disions, ce serait le serment des GECO Lyon 2 2023, nul ne sortira de cette salle sans avoir cité une politique publique qui marche. Voilà.
Je laisse ceci de côté, mais je vous assure, ça fait du bien de se le dire, parfois ça marche. Alors pour revenir à la discussion sur laquelle me lançait Alexandra, en effet, il y a des politiques publiques qui ont rencontré une opposition soit radicale, soit très large, et qui ont échoué de ce fait. Et j'en ai deux en mémoire, et vous les avez tous en mémoire, peut-être moins les plus jeunes, mais je vais leur rafraîchir la mémoire. L'écotaxe, les bonnets rouges, on est en 2013. C'est une mesure qui a l'assentiment d'un très large partie de milieux d'expertise, des économistes. C'est une mesure qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée, il faut quand même s'en souvenir. Et patatras, en quelques jours, elle échoue dans des conditions de mécontentement et de violence particulièrement aiguës en Bretagne. C'est le mouvement des bonnets rouges. Deuxième insurrection de couleur, les gilets jaunes. Cette fois-ci, c'est la taxe carbone. Enfin, ce sont les augmentations de la composante énergie-climat sur les carburants. On est en 2019, me semble-t-il, 2018. Et là encore, en quelques semaines, le mouvement a raison d'une politique publique qui faisait l'unanimité des économistes, ou quasiment, et qui avait pour elle le soutien d'une large majorité des élus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour que ces politiques publiques rencontrent le consensus dont elles ont besoin pour se déployer dans la société? C'est ça la question finalement. La présente majorité au pouvoir a tenté pas mal de choses. Vous rappeliez le grand débat, la Convention citoyenne pour le climat, les CNR thématiques, les conseils nationaux de la refondation thématique dans les territoires qui cherchent une façon le chemin d'une action publique plus contractuelle, comme ce qui s'est fait avec Marseille en grand à Marseille. Bon. Cette majorité a cherché à innover et on peut dire que chacune de ces tentatives est marquée par le désir d'associer plus étroitement la population à la définition des mesures et des politiques publiques. C'est ça l'objectif. Est-ce qu'il est atteint? J'en suis pas sûr, mais c'est ça qui est recherché et je pense qu'on va de ce point de vue dans la bonne direction. Parce qu'on vient de loin. En fait, comment les politiques publiques sont fabriquées? Longtemps, elles ont été fabriquées sur l'idée que lorsqu'on collait la légitimité du suffrage, dont a parlé Alexandra, et je vais y revenir, et l'expertise de la technostructure d'État, les hauts fonctionnaires, etc., eh ben, on pouvait avancer. Et on a fait les politiques publiques des 30 Glorieuses comme ça. On les a fait en faisant la leçon à la société. On ne peut pas dire qu'on ait beaucoup consulté les Français sur la façon de moderniser le pays. On avait envoyé des missions productivité aux États-Unis juste après la guerre. Elles sont revenues en disant « voilà le chemin de la modernité ». Et eh bien, les élus et les hauts fonctionnaires ont imposé ce chemin à la population. On ne peut pas dire qu'on ait beaucoup consulté les agriculteurs sur la modernisation de l'outil agricole. Mais il fallait le faire et on l'a fait. La société française a grincé des dents, a rechigné parfois. Les lecteurs d'Astérix ici se replongeront dans les albums qui racontent cette espèce de grognonnade française, de Gaulois réfractaires, comme dirait le président de la République. Mais enfin, elle a avancé. Eh bien ça ne marche plus. Voilà, disons-le clairement, ça ne marche plus. Ça rencontre l'hostilité d'une partie croissante de la population. Et donc, il faut construire les politiques publiques un peu autrement. Alors, on a tenté de le faire avec la Convention climat. Je vais y revenir un instant. Quel bilan on peut en faire 2 ans plus tard? Il y a une loi, la loi climat et résilience, qui a été adoptée, dont toute la presse a dit c'est une loi blabla, il n'y a rien dedans, la montagne a accouché d'une souris. Très bien. 2 ans plus tard, la plupart des grands objets de cette loi sont dans la même presse qualifiés de bombes sociales pour les zones à faible émission, de mesures ruralicides pour le zéro artificialisation nette, et j'en passe et des meilleurs. Donc elle n'était pas vide, cette loi. Premier enseignement. Mais en fait, entre l'adoption de la loi et aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose, on s'est un peu endormi. Et il y avait beaucoup de choses à faire. Je vais prendre l'exemple des zones à faible émission. Donc cette loi climat et résilience, qui résulte largement du travail des citoyens réunis dans le sein de la convention du même nom, elle impose à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants de mettre en place des zones à faible émission, donc des zones dans lesquelles ne pourront entrer que les véhicules répondant à un certain nombre de normes.
rassurez-vous, la plupart des villes de 150 000 habitants ne vont pas devoir faire grand-chose. C'est seulement celles qui ont des émissions particulièrement élevées qui vont le faire. Malheureusement, Lyon en fait partie. Je suis désolé, Lyon, Paris, Marseille sont les villes qui sont directement concernées. Ça, c'est le cadre de la loi. Mais entre la loi et l'exécution d'une politique publique, il y a encore beaucoup de chemin, il y a encore tout un travail de petite couture. Or, beaucoup d'agglomérations se sont endormies depuis 2 ans et l'État ne les a pas tellement réveillées. Il aurait fallu faire le compte de tous ceux qui allaient être négativement impactés par ces mesures. Il aurait fallu essayer d'imaginer les solutions qui pouvaient leur être apportées ou alors dealer avec eux un autre calendrier, que sais-je. C'est là, j'ai envie de dire, depuis le texte de loi que devait commencer un parcours de transition négocié. Et c'est là qu'on n'est pas bon en France. Je crois que là, on peut le dire, on n'est pas bon là-dessus. Quand on voyage un peu en Europe, et quand on s'intéresse comme moi à la transition écologique, on s'aperçoit que dans plein d'autres pays, la transition écologique est beaucoup plus négociée. On met des gens autour de la table, pas simplement des citoyens comme on l'a fait, ça c'était bien, mais ce n'était pas fini. On met aussi des collectifs, des entreprises, des partenaires sociaux, et on leur demande comment on va faire, comment on s'organise. Parce qu'en effet, on nage dans un océan de contradictions et il va falloir déterminer des arbitrages. Et je crois que là, on n'est vraiment pas très bon. Je m'arrête là seulement avec un dernier mot, Alexandra, si vous le permettez, pour revenir sur ce qu'a dit l'autre Alexandra Roulet, ma voisine, à propos des retraites, sur l'inquiétude qu'elle exprimait quant à l'autorité de la démocratie représentative. Un mandat est donné à un président de la République pour faire un certain nombre de réformes, dont la réforme des retraites, et au moment où elle est déployée, il y a des résistances. La démocratie représentative, elle n'est pas seulement le fait du mandat présidentiel, elle est aussi le fait du mandat législatif. Et ce qui a été reproché à cette réforme, en tout cas la méthode avec laquelle elle a été conduite, ce n'est pas un excès de démocratie représentative, c'est un déficit de démocratie représentative. Il a été reproché notamment l'usage du 49.3. Qu'est-ce que disait l'opinion quand elle disait le 49.3, ça ne nous va pas? Elle disait on veut un vote. On veut plus de démocratie représentative. Et là, si l'Assemblée avait voté, en effet, le résultat n'aurait peut-être pas été le même. Le problème n'est pas, on ne sait pas, tu as tout à fait raison, le problème n'est en tout cas pas, à mon sens, trop ou pas assez de démocratie représentative, c'est la contradiction qui est au cœur de la représentation aujourd'hui. Merci. Merci Thierry Pech. Alors, on va faire débattre nos intervenants entre eux, mais je vous rappelle, parce que je vois qu'il y a quelques questions, mais je pense que vous en avez d'autres que vous n'avez pas encore posées. Je vous rappelle, le numéro, c'est le 07 67 67 98 41. Alors, comment obtenir enfin des politiques publiques satisfaisantes, réussies, je cherchais le mot. Merci François Villard de Gallo. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une politique publique réussie? Peut-être qu'on peut démarrer par là. Est-ce que c'est juste une politique publique qui passe au Parlement? Est-ce que c'est une politique publique dont on se dit qu'on en a pour son argent et que les dépenses publiques sont bien gérées? Est-ce que ça doit payer vite, une politique publique réussie? Ou bien est-ce que c'est dans le temps long qu'on va pouvoir... C'est seulement dans le temps long? Est-ce que c'est une politique nationale ou bien de la petite couture dont parlait Thierry Pech? J'essaie de faire la synthèse entre tout ce qui a été dit. Voilà, François Villeroy de Gallo, on démarre. Je veux bien me lancer là-dessus parce que vous avez eu une formule tout à l'heure, Alexandra, qui m'a frappé, qui est, c'était une question, hein, une politique réussie, c'est celle qui n'a pas d'opposition. Alors ça, c'était une question, je ne crois pas que ça soit la définition d'une politique réussie. Et il me semble que toute réforme importante dans notre pays, Alexandra parlait des historiens, même dans l'histoire longue, a toujours provoqué des discussions plus ou moins difficiles et a toujours eu des oppositions. Et a fortiori dans l'époque démocratique qui, heureusement, est la nôtre. Regardez, je vais prendre une réforme qui n'est pas du tout dans l'ordre économique, la suppression de la peine de mort en 81, que je pense personnellement avoir été un vrai progrès de notre position collective. Dieu sait que ça a été polémique. Regardez l'adoption de la CSG, qui est probablement un des impôts les moins impopulaires aujourd'hui. Elle est passée au 49.3 avec Michel Rocard. Et il y a eu un débat passionné à l'époque. Bon. Donc, heureusement, c'est la contradiction d'objectifs dont je parlais, qu'on sait faire des réformes dans des climats qui ne sont pas des climats consensuels. Hein.
Je ne crois pas du tout que le consensus soit la condition de la réforme, mais il ne me vient pas d'exemple de réforme consensuelle importante dans ce pays sur les dernières décennies. Par contre, je crois que le mot important, c'est qu'une réforme soit ressentie comme légitime. Et légitime, c'est plus que le légal. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce mot? Chacun d'entre nous y mettra sans doute ce qu'il veut. Mais moi, j'aurais tendance à y mettre deux choses. La première, c'est qu'il y ait bien eu débat, qu'il y ait bien eu clarification des différents objectifs possibles et de leurs contradictions. Alors, je ne me prononcerai pas sur la réforme des retraites, la procédure, etc. Mais je suis d'accord avec Thierry, pas forcément sur l'histoire du 49-3, mais sur le fait qu'en tout cas, on a manqué de démocratie représentative. L'immense frustration, et entre nous, le gouvernement n'en est pas le seul responsable, c'est qu'il n'y a pas eu à l'Assemblée nationale de vrais débats sur les différents objectifs, les alternatives, etc. Or, la démocratie représentative, elle est faite pour ça. Donc, quand je disais plus de polémique et moins de polémique, acceptons le fait qu'il y a des objectifs différents, contradictoires, etc., et que la démocratie est là pour ça. Or, nous avons l'air de considérer dans le débat, quand il y a des contradictions, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, etc., au contraire, c'est la matière même de la démocratie, et ces contradictions n'ont pas été explicitées sur la table avec les différentes solutions. Et puis l'autre composante de la légitimité, et je m'arrête, c'est d'être efficace dans ses résultats. Alors ça, je juge dans le temps long, c'est une autre difficulté de la démocratie, mais je crois que ce qu'on disait sur l'évaluation est absolument clé. Là, je suis peut-être un peu moins optimiste qu'Alexandra Roulet, je pense qu'on a encore pas mal d'efforts à faire sur... Quand le débat en amont a permis de clarifier les objectifs prioritaires, au regard de ces objectifs prioritaires, est-ce qu'on a délivré des résultats ? Je dis toujours, pardon de reprendre l'exemple que je connais le mieux, que la sanction de l'indépendance de la Banque centrale, ça doit être des résultats contre l'inflation. Si on n'est pas efficace, je comprendrais parfaitement qu'on remette en cause l'indépendance. Et pourtant, l'évaluation, il y a le printemps de l'évaluation à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement, il y a la Cour des comptes qui régulièrement nous fait des rapports, mais voilà, il y a de l'évaluation, mais je voudrais bien vous entendre un peu plus là-dessus. Philippe Martin. Oui, sur le sujet de l'évaluation, c'est vrai que je pense qu'on a fait des progrès parce qu'il y avait un temps où finalement on n'évaluait pas l'efficacité des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on n'essayait pas de regarder si elles avaient un impact sur un certain nombre de critères dont on se disait c'était des objectifs, donc par exemple sur l'éducation, sur la santé, sur les politiques fiscales, etc. Donc on a fait, je crois, des progrès. D'un autre côté, par exemple, si on prend le Parlement, ça a été un échec. C'est-à-dire que dans la législature précédente, le Parlement a voulu se saisir de cette question de l'évaluation, comme dans beaucoup d'autres démocraties, où les parlements évaluent de manière constante les lois passées pour voir s'il faut les changer, s'il faut les annuler, etc. Ce que fait, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne. En France, le Parlement, et je l'ai vécu aussi, je vois bien à quel point les parlementaires ne sont pas très intéressés, dans la plupart des cas, par la question de l'évaluation et de l'efficacité des lois qu'ils votent eux-mêmes. Donc ça a été plutôt un échec de ce point de vue. Il y avait quelques parlementaires qui voulaient, et d'ailleurs assez transpartisans, qui voulaient se saisir de cette question de l'évaluation, mais... C'était 2018, c'est ça? Ça a été en 2018. Je peux citer quelques-uns, mais enfin, bon, en tout cas, Jean-Noël Barrot, qui a été très actif, ministre du numérique. qui est maintenant ministre du numérique. Bon, mais clairement, il a échoué parce que je pense que beaucoup de ses collègues étaient moins intéressés. Bon, mais on a fait des progrès. Après, il ne faut pas se dire que ça permet de tout réussir, l'évaluation des politiques publiques. C'est à mon avis nécessaire, mais pas suffisant. C'est nécessaire. Moi, je prends une question qui a déjà été évoquée, la taxe CO2. La taxe CO2, elle a été évaluée dans beaucoup de pays. On a beaucoup d'expérience. C'est le cas, par exemple, de la Suède, qui est allée très loin et qui est, je pense, le pays qui a le mieux réussi
pas tout, mais en termes de transition qui va plutôt dans le bon sens. Il y a beaucoup d'évaluations sur le fait qu'en effet, quand on met une taxe CO2, ça induit une baisse des émissions de CO2. C'est très incitatif, à la fois pour les entreprises et pour les ménages. Et donc, c'est en termes de climat, en termes d'objectifs de climatique, c'est une très bonne mesure. Le problème, et on en a déjà parlé, Thierry Pech y a fait allusion, c'est qu'on a oublié une autre dimension de l'évaluation de politique publique, c'est-à-dire les aspects redistributifs et inégalitaires de la taxe CO2. Et de ce point de vue, quand on fait des évaluations, on se dit, bon, il faut faire des évaluations ex post, mais aussi ex ante. Aujourd'hui, on a en fait beaucoup d'outils qui permettent de comprendre si une taxe, par exemple la taxe CO2, mais on peut le faire avec beaucoup d'autres instruments fiscaux, quel est l'effet en termes de redistribution sur tous les centiles de revenus, c'est-à-dire les 1% les plus pauvres, etc., jusqu'au... On peut aller très loin dans cette évaluation et ça a beaucoup manqué, à mon avis, évidemment, dans la mise en place de la taxe CO2. Et donc, du coup, la question aussi de la perception des politiques publiques, encore une fois, par exemple, sur les politiques climatiques, au Conseil d'analyse économique, on avait coordonné une note sur cette question de la perception. Ce qui ressort des sondages qu'on fait auprès des Français, c'est que ce qui compte, c'est qu'ils aient l'assurance que la politique publique est efficace, et donc de ce point de vue, l'évaluation est importante, elle est absolument nécessaire. Le deuxième point qui les fait juger une politique publique bonne ou mauvaise, c'est, et en particulier dans le domaine climatique, c'est les effets distributifs. Est-ce que c'est égalitaire ou pas? Et donc ça, c'est une dimension qui, à mon avis, a été trop souvent... Alors je pense qu'elle est maintenant mieux prise en compte, mais elle a été trop souvent oubliée. Et le troisième dimension d'acceptabilité de la politique publique, c'est quel effet elle a sur moi, sur mon ménage, en particulier sur mes revenus. Et donc ça, c'est plus difficile, évidemment, mais sur les deux premiers effets, je pense qu'on a encore des progrès à faire. Après, et on y a fait allusion, et je terminerai par ça, sur l'impact que ça peut avoir. Il ne faut pas non plus... Alors d'abord, je pense qu'il faut qu'on soit modeste en termes, quand on est des experts ou quand on est des économistes, c'est-à-dire que l'expertise, elle est certainement nécessaire, mais enfin, on s'est trompé aussi. On s'est trompé, par exemple, pendant la grande crise financière, pendant la crise de la zone euro. Je pense qu'on a fait des choix qui n'étaient pas tous optimaux. Et donc, voilà, je peux comprendre aussi que les politiques se disent que, il y a certains économistes, je ne dis pas tous et tout le temps, mais donc il faut garder une certaine modestie de l'expert. Et je peux comprendre que certains politiques se disent, est-ce que je dois toujours écouter les économistes alors que certains, parfois en tout cas, se trompent. Donc ce n'est pas une recette magique, en tout cas l'expertise de ce point de vue. Je suis assez d'accord sur le fait que je pense qu'on surestime l'impact, le pouvoir des économistes et des experts à court terme. Je pense que dans beaucoup de décisions de politique publique, ça n'a pas un effet très important, sauf peut-être pendant les crises. Ça a été le cas pendant la crise Covid, où je pense que là, on a été en interaction très forte et très directe avec le politique. Mais en revanche, je pense que ça infuse. Et qu'à un moment, il y a un déclic. Et en effet, Alexandra, il faisait allusion sur certaines réformes. Et je pense qu'à ce point, à un moment, les travaux d'experts, qu'ils soient français ou internationaux, ont un impact sur la décision de politique publique de ce point de vue. Donc c'est un effet plutôt à long terme qu'à très court terme. Merci Philippe. Il ne faudrait pas non plus négliger les divergences entre économistes. Ils se trompent, mais ils sont aussi, on pourrait parler de la politique monétaire, ils ne sont pas toujours d'accord. Alexandra, vous vouliez réagir? Non, juste réagir une seconde sur l'évaluation et sur la question de la légitimité. Donc sur l'évaluation, en fait,
Philippe Martin disait oui, certains députés ne se sont pas saisis de cette question. Je pense que c'est aussi parce qu'ils se rendent compte précisément que pour que les résultats d'évaluation soient utiles, il faut qu'ils rencontrent, c'est ce que je disais tout à l'heure, une fenêtre d'opportunité politique. Et malheureusement, cette coïncidence temporelle est assez rare. Et donc, ça peut expliquer le désintérêt de certains parlementaires ou personnes dans la fonction publique pour les questions d'évaluation. Simplement, je pense que ce qui est très important, c'est la question du dialogue entre les chercheurs et les décideurs publics. Et donc, de ce point de vue-là, je rejoins tout à fait Christine Erel sur la nécessité de maintenir dans le temps les instances type comité scientifique, comité d'évaluation, etc., même lorsque les résultats ne peuvent pas toujours être appliqués directement, mais parce que ce sont des instances où les uns les autres peuvent échanger et se mettre dans les chaussures d'acteurs qui abordent le sujet d'un autre point de vue. Donc évidemment, les économistes vont avoir leurs propres lunettes sur une question, les politiques publiques, les décideurs publics vont faire face à d'autres contraintes, et donc c'est vraiment dans ce dialogue-là que peut naître des décisions fécondes. Et je rejoins tout à fait, et donc par exemple de ce dialogue doit notamment déboucher le fait que les économistes doivent s'intéresser à des questions qui intéressent les décideurs publics. Et donc François Villeroy-de-Galhau évoquait la question des finances publiques, et c'est vrai que la question des finances publiques, elle est vraiment majeure à l'ordre 1 dans toutes les décisions de politique publique, et elle est très peu traitée par les économistes, qui vont souvent dire il faudrait financer ci ou il faudrait financer ça, sans nécessairement dire alors où est-ce qu'on trouve l'argent, quel est le plan de financement, où est-ce qu'on coupe pour financer l'éducation ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment dans ce dialogue permanent entre à la fois économistes, historiens, partenaires sociaux, décideurs publics, qu'on peut réussir à la fois, à mon avis, décider des politiques publiques qui ont plus de chances d'être meilleures et puis qui ont peut-être un certain degré d'acceptabilité. Après, sur la question de la légitimité et la question de la clarification du débat sur les retraites, ce que je pense assez compliqué, c'est que typiquement, vous mentionnez comme politique publique réussie la politique de la sécurité routière, et vous expliquiez aussi que au début, ça a rencontré une forte résistance. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de parfois, pas toujours heureusement, mais de divergence entre le fait d'agir de telle sorte à satisfaire les citoyens et de se fixer comme objectif éventuellement de maintenir le rang de la France ou à moyen terme, avoir une France qui soit durablement prospère, y compris lorsque ça passe par des décisions parfois impopulaires. Donc pour reprendre la question des retraites, mettons que tous les Français soient d'accord pour avoir un système de retraite équilibré. On était tous à peu près... on peut tous à peu près comprendre qu'il y a plusieurs options. On peut augmenter les cotisations, on peut baisser les pensions de retraite, ou on peut travailler plus longtemps, pour simplifier très, très clairement. L'exécutif avait fait le choix de faire travailler les gens plus longtemps. L'opposition à la réforme peut se lire comme le fait qu'une majorité des Français aurait peut-être voulu, enfin en tout cas une partie des Français qui étaient opposés à la réforme aurait peut-être voulu augmenter les cotisations ou baisser les pensions. Simplement, ces options-là n'ont pas les mêmes conséquences macroéconomiques. C'est-à-dire que la raison pour laquelle l'exécutif avait fait le choix de travailler plus longtemps, c'était de se dire que c'était l'option parmi les trois qui permettait à long terme, à moyen terme, long terme, de redresser la croissance de la France, justement, on parlait du benchmarking européen, de se rapprocher du taux d'emploi des autres pays. Donc il y avait un rationnel derrière ça. Peut-être qu'il fallait aller au vote et avoir davantage de représentativité, mais là où je pense que c'est un peu compliqué, c'est que, encore une fois, il y a ce débat entre essayer d'avoir une vision de moyen terme qui n'est pas forcément toujours nécessairement ce qui va convenir aux citoyens à court terme, mais qui peut-être au recul du recul historique, c'est pour ça que je pense que les politiques publiques doivent être jugées avec le recul historique, aura probablement été une bonne décision et une décision meilleure pour la trajectoire économique de la France. Et donc dans cette espèce de contradiction qu'il peut y avoir, là c'est sur le domaine économique, mais la sécurité routière me paraît exactement la même chose. Peut-être qu'on aurait eu un vote sur la sécurité routière, on n'aurait peut-être beaucoup du réglementaire, d'accord, mais peut-être que dans le cas où il aurait fallu passer par le vote, on n'aurait peut-être pas eu un vote qui permette la même chose sur l'écologie. Certaines mesures, on l'a vu, vous avez pris l'exemple, sont impopulaires, alors qu'à moyen terme, on peut décider qu'elles sont légitimes, qu'elles sont utiles. Et donc je pense que c'est quand même du rôle c'est pour ça que je pense que la légitimité du suffrage est quand même très importante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va quand même donner le pouvoir à des décideurs publics. Et eux vont faire des choix, pouvoir prendre des choix, y compris qui peuvent être impopulaires à court terme, mais qui pensent être bons à moyen terme. Et c'est là où l'indépendance de la Banque centrale est absolument clé. Sinon, elle ne pourrait pas, par exemple, lutter contre l'inflation
parce qu'elle aurait trop de pression pour faire des choix plus populaires à court terme, mais qui ne permettraient pas de lutter contre l'inflation. Donc c'est pour ça que la satisfaction des citoyens, certes, il faut construire un consensus au sens où il faut éviter que l'opposition vienne devenir paralysante et empêche l'action. Mais je pense qu'il faut parfois accepter le caractère impopulaire de certaines politiques publiques, et ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas réussies. Encore une fois, il faudra le temps long pour pouvoir en juger. Un mot, François Villeroy-de-Galhau, et ensuite Oui. je passe la parole à Christine Erel. Non, juste une phrase sur cette question du temps de l'évaluation, qui est une vraie difficulté, parce que quand l'évaluation arrive quelques années après, si vous me permettez une expression peu gouvernetoriale, tout le monde s'en fout. C'est ça souvent le problème du Parlement et du débat public. Est-ce qu'il n'y a pas une piste de méthode qu'on a très très peu utilisée en France? C'est des lois limitées dans le temps ou dans l'espace. Si on avait sur certaines dispositions une loi temporaire dont la reconduction est conditionnée à l'évaluation, ou des expérimentations locales dont la généralisation est conditionnée à l'évaluation, je crois qu'à ce moment-là, on retrouverait un outil supplémentaire. Ça pose d'autres questions, mais cet outil-là, nous ne l'utilisons pas du tout en France. On pourrait y revenir. La loi temporaire et l'expérimentation. J'ai vu que l'idée qu'une réforme peut être impopulaire a fait réagir tout au bout de la table Thierry Pech et qu'il faut l'accepter. Mais Christine Erel, on ne l'a pas... Christine Erel. Alors, deux points. D'abord, sur le dernier point sur l'évaluation, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est utile aussi quand même a posteriori. L'exemple de l'activité partielle que j'ai cité tout à l'heure, on a eu des évaluations favorables de ce qui s'est passé en 2008-2009. Et on s'en est servi en 2020. Donc il y a quand même une accumulation de savoir liée effectivement à l'évaluation qui peut servir plus tard, même si ce n'est pas dans la temporalité exacte de la mise en œuvre des politiques. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sinon, il me semble, sur l'aspect légitimité, sur l'aspect donc est-ce qu'une politique publique doit être consensuelle ou non? Je pense effectivement qu'elles ne peuvent pas l'être. Ça a déjà été très bien dit par tout le monde. En revanche, il y a une recherche de consensus qui passe, je pense, souvent par l'affichage d'un équilibre. C'est ce qui a été fait dans beaucoup des réformes dont on a parlé aujourd'hui. Dans la réforme de l'assurance chômage, il y a un volet, effectivement, restriction pour les demandeurs d'emploi, mais il y a aussi un volet sécurisation de l'emploi avec la réduction, un objectif de réduction des contrats à durée déterminée courts qui passe par une surtaxation des entreprises qui utilisent trop ce type de contrat. Le problème, c'est qu'ensuite, il y a une question de cohérence, c'est-à-dire que dans le temps, on applique tout de suite la restriction de l'assurance chômage pour les demandeurs d'emploi. Par contre, côté entreprise, on suspend, en tout cas temporairement, parce qu'on est en sortie de crise sanitaire, etc. Donc finalement, le volet qui vient un peu équilibrer, qui est plus orienté qualité de l'emploi, il n'est pas appliqué tout de suite. Même chose sur la réforme des retraites. On annonce effectivement qu'il y aura un volet travail qui va venir après, qu'il y aura donc des négociations, qu'il y aura éventuellement même un projet de loi, ça avait été évoqué, autour des enjeux de l'organisation du travail, de la qualité du travail. Et pour l'instant, on n'a rien. On a la loi pour le plein emploi qui ne propose pas de piste dans ce sens. Donc je pense qu'il y a quand même une question aussi à réfléchir autour de cette question d'équilibre, parce que de plus en plus, dans les annonces de politique publique, les gouvernements cherchent cet équilibre, ce qui est une bonne chose, mais qu'ensuite, dans la réalité, les mesures ne sont pas forcément appliquées en même temps, ou en tout cas, ou vont l'être à des degrés divers, et ça crée aussi une insatisfaction. Je pense que typiquement, sur le volet, sur l'aspect retraite, la discussion sur l'emploi des seniors, mais aussi en amont sur tout le reste, sur la question de la qualité de l'emploi et du travail tout au long de la vie, elle est fondamentale et elle ne doit pas être éludée si on veut effectivement conserver une légitimité des politiques publiques. Donc ça, c'est une question de tempo, d'affichage. C'est-à-dire qu'une politique publique serait plus réussie si on ne se contentait pas d'affichage et on mettait en œuvre plus rapidement. Il faut mettre en œuvre ce qu'on a annoncé. Et donc, effectivement, s'il y a deux volets, il faut que le deuxième volet vienne aussi. Ouais. Si on dit que c'est équilibré, qu'il y a une jambe droite et une jambe gauche, il faut passer une jambe. Quand il manque une jambe, ça ne va pas. Thierry Pech. Et puis après, je vais regarder vos questions, si vous voulez. Un mot sur l'évaluation pour commencer. L'évaluation, il y a beaucoup de chercheurs autour de la table, ils en font et c'est très bien et on s'en nourrit. Et les politiques s'en nourrissent insuffisamment, mais tout de même. Mais à la fin, c'est la place que l'évaluation occupe dans le tissu institutionnel qui est un levier de transformation. Est-ce que le pouvoir parlementaire se saisit de ses pouvoirs d'évaluation, d'investigation ou pas?
Et, il s'en saisit très peu, de fait. Pourquoi il s'en saisit très peu? Pour deux raisons, me semble-t-il, par manque d'indépendance et par manque de moyens. Les moyens, c'est très clair, les moyens, ils sont tous en dehors du Parlement. Ils sont dans les ministères, ils sont éventuellement à France Stratégie, qui ne dépend pas du Parlement, ils sont attachés au gouvernement, les moyens. La vérité, c'est ça. Ce n'est pas le cas dans toutes les démocraties européennes. Et deuxièmement, le manque d'indépendance. Le Parlement français, jusqu'à une époque récente, était quand même l'expression du fait majoritaire redoublé par le scrutin uninominal à 2 tours, donc avec une très forte prime majoritaire. Et les gens qui étaient là devaient leur présence en gros au président de la République, pour dire les choses clairement. Il n'était pas question qu'ils s'y opposent d'une quelconque façon. Si vous n'avez pas des députés indépendants, vous n'avez pas d'évaluation. Le fait est là. Le Parlement britannique, qui a été la merveille des merveilles aux yeux de tous les historiens de la science politique, le Parlement britannique de cette époque, il était composé de gens qui étaient suffisamment riches pour ne rien devoir à personne. Voilà. Donc, je pense qu'il y a là une limite un peu institutionnelle, structurelle, à vos espérances, que je partage, d'une plus grande place de l'évaluation dans nos politiques publiques. Sur consensus et légitimité, François, c'est un peu la même question, à vrai dire. C'est un peu la même question. Le consensus, ce n'est pas seulement le consensus dans la population, c'est le consensus parmi les décideurs dans la diversité des forces politiques qu'ils représentent. Quand on regarde au-delà du Rhin, ils ont fait pas mal de réformes qui étaient assez peu populaires, mais qui ont été plutôt bien acceptées par la population parce que ces réformes étaient portées par de larges coalitions. Le socle de légitimité en France, ces dernières années, est plus étroit, il est plus fragile. Il est plus fragile parce que la base sociologique du pouvoir exécutif, elle est très étroite en réalité. C'est le score de premier tour d'une élection qui est l'élection présidentielle. Bon, ça ne fait pas beaucoup de monde, on le sait tous. Alors, magie du scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, il se trouve qu'une formation politique qui fait 13,4% des inscrits au premier tour de la législative peut avoir plus de 50% des sièges. Mais oui, mais cette force va rencontrer des oppositions très fortes dans le pays. Donc la question du consensus et de la légitimité, ces deux questions se croisent en réalité. Bien sûr qu'on fait des réformes qui sont impopulaires, mais elles sont plus ou moins acceptées selon que les gens ont le sentiment qu'elles ont été conçues et décidées par des gens qui les représentent dans leur diversité. Et là, je suis désolé, on a un petit problème. Et je voudrais pour finir quand même vous alerter sur le fait qu'on ne peut pas longtemps se bercer de l'idée qu'on pourrait faire des choses qui seraient bonnes pour la France, mais pas pour les Français. Relisez Les chaînes qu'on abat de Malraux, très beau livre sur De Gaulle et sur la passion que De Gaulle avait pour la France, mais le mépris qu'il lui arrivait aussi d'avoir pour les Français. Ça finit jamais bien, ces histoires-là. Il faut aussi tenir compte des gens et pas simplement des identités historiques de plus long terme. Philippe Martin voulait réagir. Après une belle citation, c'est toujours... Ouais, c'est pas mal. Après une belle citation, c'est toujours difficile, hein, mais bon. Non, et en plus, c'est un point vraiment de détail sur lequel je suis en désaccord avec Thierry Pech. Quand tu dis que le Parlement n'a pas les moyens de faire de l'évaluation de politique publique, c'est vrai techniquement, mais en fait, financièrement, il pourrait très bien se doter d'une dizaine d'analystes. Et donc, à mon avis, c'est vraiment un problème de volonté politique de leur part. C'est-à-dire que c'est pas très difficile, en fait, de faire de l'évaluation de politique publique. Donc, je pense beaucoup plus la deuxième raison pour laquelle ils l'ont pas fait, c'est en effet la question de l'indépendance des députés et un manque d'intérêt clair de la part des députés. Mais ça pose un problème politique du rôle du Parlement dans la Ve République. Je pense que c'est ça que ça pointe aussi potentiellement. Alors j'ai quelques questions pour tout vous dire, cher panel. J'ai des questions très précises sur lesquelles, voilà. Je vous en livre une. Pourrait-on parler de la dette en l'alliant aux aides publiques sans contrepartie aux entreprises, à la réduction des cotisations sociales et donc au fait que l'État ait fait le choix de réduire ses recettes ?
Alors, comment on va formuler ça en termes de... C'est pas... Est-ce qu'on peut relier la dette au fait d'avoir baissé les coûts? Pourrait-on parler... Alors, donc, le thème de cette table ronde est... à quelles conditions une politique publique réussit? Et donc là, la question est très précise, c'est pourrait-on parler de la dette en l'alliant aux aides publiques sans contrepartie aux entreprises et à la réduction des cotisations sociales et donc au fait que l'État ait fait le choix de réduire ses recettes? Je prends vos questions. Ça, c'est clair comme Alors, question. Philippe Martin trouve... C'est complètement ma faute parce que Philippe Martin me dit mais non, c'est clair. Non, enfin, moi, je comprends bien. En effet, on a un problème de dette, on a un problème de déficit public et il y a plusieurs manières de réduire ce déficit, soit de diminuer les dépenses, soit d'augmenter les recettes. Et c'est vrai qu'un certain nombre de ces recettes ont été réduites par choix politique dans les dernières années. Et c'est en particulier, je pense que c'est à ça que ça fait référence, les baisses de charges sur les salaires, donc et en particulier le débat qui a lieu sur est-ce qu'il faut baisser les charges jusqu'à des niveaux relativement élevés de salaire, jusqu'à 3,5 SMIC. Donc je pense que c'est ça, et dans quelle mesure ces baisses de charges sont efficaces dans un objectif de politique publique qui est d'augmenter l'emploi et d'augmenter la compétitivité. C'est un point intéressant parce que cette politique de baisse de charges, cette politique publique, elle est très ancienne, elle a été faite par des gouvernements de droite, de gauche, et potentiellement d'ailleurs avec des objectifs qui sont, si ce n'est contradictoires, au moins potentiellement orthogonaux. Et ça revient à ce que disait Alexandra aussi, quand l'objectif de baisse de charge, donc c'est en gros une baisse du coût du travail, hein, ça revient à ça, mais du coup ça fait baisser évidemment les recettes pour l'État, et donc c'est le point de la question, avec des objectifs différents, soit d'augmenter l'emploi. Et là, les évaluations, il me semble, sont assez claires. Oui, les baisses de charges ont un impact positif sur l'emploi, et en particulier sur l'emploi des moins qualifiés. Et que donc, en effet, là, non, je ne dirais pas les économistes, je ne sais pas si Christine Erel est d'accord avec du travail, il y a quand même une idée... si ce n'est consensuel, mais au moins majoritaire, je pense, de beaucoup d'économistes, sur le fait que ces baisses de charges ont été efficaces pour créer de l'emploi pour, en particulier, les personnes les moins qualifiées. En revanche, si on prend les résultats de ces évaluations sur qu'est-ce qui se passe quand on fait des baisses de charges sur des salaires relativement élevés, qui sont des... Et là, en effet, ça fait des baisses de revenus pour l'État, ce qui pose problème pour le financement d'autres dépenses publiques ou pour la dette. Eh bien, à partir de 1,5 ou 2 SMIC, évidemment, ce n'est pas très précis. Ben oui, ces baisses de charges ne sont pas très efficaces. Et donc, en effet, il y a un débat aujourd'hui, que je trouve un débat sain, hein, d'ailleurs, sur le fait de revenir sur ces baisses de charges quand on est sur des revenus, des salaires qui sont certes pas très élevés, mais qui ne sont pas au niveau du SMIC. Pourquoi? Parce que là, ça ne crée pas d'emploi, et que même en termes de compétitivité, puisque c'était le deuxième objectif de cette politique publique, finalement, ce qu'on trouve dans les données, c'est que ça n'a pas d'impact sur la compétitivité des entreprises, tout simplement parce que quand vous faites des baisses de charges sur, je sais pas, les ingénieurs, les commerciaux, ben ça se transforme en augmentation de salaire et pas en augmentation de compétitivité pour les entreprises. Donc, vous voyez, à cette question, je réponds oui, mais oui, en effet, je pense qu'on peut baisser un certain nombre revenir sur ces baisses de charges, mais à condition de faire la distinction, et c'est là où ça devient un petit peu complexe, hein, c'est pas simple, hein, simplement de regarder ce type de politique publique, mais là, je crois que les évaluations nous donnent une indication dans quel sens il faut aller. Mais alors ça, c'est intéressant parce qu'on est en plein dans l'actu. En ce moment, au Parlement, il y a un rapport de 2 députés, un Renaissance, un PS, qui conclut exactement à cela, le fait que pour les hauts salaires, les baisses de charges n'ont pas beaucoup d'effet sur la compétitivité, bien sûr. Et Bruno Le Maire, en revanche, est très opposé à toute baisse des baisses de charges. Absolument. Voilà. Donc il n'est pas d'accord, en tout cas.
Donc, est-ce qu'une politique publique réussie, c'est pas aussi une politique publique où on sait revenir sur ses pas et annuler, et c'est l'histoire de la loi temporaire aussi, annuler les choses. Christine Erel, et puis peut-être Alexandra Roulet, puis François Villeroy de Galhau. Oui, deux réactions en complément. Donc, effectivement, sur ces questions des baisses de charges, je suis d'accord avec le fait qu'il y a un consensus, ou en tout cas une majorité d'économistes qui pensent qu'il faut davantage les cibler sur les non qualifiés, donc sur le bas de la distribution des salaires, et qu'elles sont en revanche inefficaces plus haut en termes d'emploi. En revanche, sur les bas salaires, la question qui est posée aussi, c'est celle des effets induits qui sont des effets plutôt négatifs potentiellement en termes de trappe à bas salaire, c'est-à-dire le fait que pour les entreprises, on a une incitation à maintenir les gens en fait dans des niveaux de salaire plus faibles, avec du coup tous les problèmes que ça peut poser en termes de carrière. Quand on regarde donc les trajectoires salariales et d'emploi de certains métiers, donc les métiers essentiels dont j'ai parlé tout à l'heure par exemple, on voit bien ça, on voit des carrières salariales très plates. Alors il est très difficile d'évaluer l'impact de ces exonérations de charges sur ces trajectoires salariales, mais on peut en tout cas du point de vue de la théorie économique avoir une idée que ce type d'effet est possible. D'où le débat aussi qui est posé dans le même rapport qui vient d'être évoqué sur la conditionnalité de ces aides aux entreprises, de ces baisses de charges ou plus généralement des aides aux entreprises. Donc la question est posée par le rapport parlementaire en question, qui ne se prononce pas en faveur de ce type de conditionnalité, mais qui l'évoque quand même, parce que je pense que c'est un point important dans le débat, c'est ce que j'ai voulu évoquer aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que si on réfléchit pour l'avenir, il faut se poser la question de savoir si on ne peut pas identifier aussi des critères qui permettraient de différencier entre les entreprises pour leur accorder plus ou moins d'aides et donc les rendre effectivement, enfin leur donner d'autres objectifs que simplement le maintien ou le développement de l'emploi non qualifié. Ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième réaction rapide aussi, c'est en ce qui concerne le fait de pouvoir revenir en arrière. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Allemagne aussi. Effectivement, en Allemagne, je pense que le point important, c'est qu'il y a peut-être plus de consensus parce qu'il y a cette logique de coalition, mais il y a aussi la capacité à revenir en arrière. Donc effectivement, par exemple, sur le marché du travail, les mesures qui étaient des mesures de flexibilisation très fortes qui avaient été prises dans les années 2000, donc les réformes Hartz qui créaient des emplois qui étaient des emplois temporaires avec très peu de droits sociaux, etc. Les Allemands sont revenus dessus, en fait. Ils sont revenus dessus parce que ça ne correspond plus aujourd'hui au fonctionnement du marché du travail, qui est au plein emploi, et puis qui pose en fait plus de problèmes. Ces contrats posaient finalement plus de problèmes qu'ils n'en résolvaient. Donc du coup, ils ont remis effectivement plus de contraintes sur l'utilisation de ces contrats de travail, de ces contrats plus flexibles. Donc il y a cette logique aussi on peut revenir en arrière. Et je pense que c'est très important pour la construction aussi d'un consensus et de logique de légitimité des politiques publiques. Alexandra Roulet. Oui, juste rapidement sur la question des allègements de charges, je pense que l'argument un peu massu qui plaide pour le fait de revoir le barème, c'est le fait qu'à l'époque où on a décidé de conduire les allègements de charges jusqu'à un niveau assez haut de la distribution des salaires, c'était en partie pour préserver la compétitivité de l'industrie. Mais entre le moment où ça a été décidé et aujourd'hui, il y a eu des changements, notamment il y a eu la baisse des impôts de production. Et donc ce qui pèse sur l'industrie, enfin les prélèvements qui pèsent sur l'industrie ne sont plus exactement les mêmes à l'époque de la décision des allègements de charges et aujourd'hui. Donc ça peut être un argument qui peut justifier de revenir en arrière sur une décision parce que le contexte a changé. Simplement, ce qui explique la réticence de l'exécutif sur cette question, c'est la volonté de ne pas brouiller le signal. Donc, c'est vrai que sur la question de la dette, pour simplifier, on peut en effet la dette dépend des taux de prélèvement obligatoires qui vont définir les recettes, ça dépend aussi des dépenses bien sûr, mais ça dépend aussi beaucoup, très beaucoup, des indicateurs macroéconomiques. Et donc c'est vrai que le choix qu'a fait le gouvernement, c'est de faire vraiment des réformes qui viennent améliorer les indicateurs macroéconomiques, baisser le chômage, augmenter le PIB, et c'est ça qui est une grande partie de leur stratégie de finances publiques. Et donc par exemple, les recettes au final dépendent certes du taux statutaire de prélèvement obligatoire, mais dépendent aussi de l'assiette fiscale. Et donc cette assiette fiscale, elle est plus ou moins dynamique selon que l'économie est plus ou moins dynamique. Et donc, par cohérence avec la politique économique qui est menée, qui insiste beaucoup sur le plein emploi, les indicateurs macroéconomiques, c'est vrai que revenir sur les allègements de charges n'est pas forcément la décision qui serait la plus lisible. François Villeroy de Galhau, Oui, sur l'Allemagne.
Non. Deux choses ultra rapides, et je ne veux pas ajouter sur les allégements de charges, mais deux remarques plus générales. La première, je fais partie de ceux qui ont dit publiquement, et je le redis, qui ont appelé une grande prudence maintenant sur la question des baisses d'impôts et des baisses de charges. C'est un objet fort du débat politique en France et ailleurs. Je pense que nous n'en avons plus les moyens, clairement, et qu'on a devant nous plutôt une demande de dépenses publiques sur beaucoup de sujets, le climat, la défense, l'éducation, etc., qui fait qu'on soit extrêmement prudent avec cet objet. Ça ne m'a pas valu que des amis, mais je le redis. La deuxième chose, c'est que je trouve que le débat qu'on a là est une illustration d'une attente plus générale, qui est, quand on fait une dépense publique, quel est son effet pour les Français d'aujourd'hui et les Français de demain. Je suis totalement d'accord avec Thierry. Au passage, on ne va pas opposer la France et les Français. Ce qui compte, c'est les Français d'aujourd'hui et les Français de demain. Ce n'est pas les comptes qu'on doit à des figures historiques tutélaires. Mais concrètement, imaginons, faisons un rêve, là, à Lyon, on a 10 milliards d'euros à dépenser et nous sommes le Parlement français. À quoi il vaut mieux affecter ces 10 milliards d'euros supplémentaires? On ne les a pas, il se trouve. Mais imaginons qu'on les a. Qu'est-ce qui est le plus des dépenses d'avenir? Et je pense en particulier aux Français de demain que sont tous les jeunes aujourd'hui. Je crois qu'on vous doit des comptes là-dessus. Et là, moi, je souhaiterais que la recherche économique nous aide un peu plus. On a du mal à définir les dépenses d'avenir. Chacun, selon ses préférences politiques, va dire c'est l'éducation, c'est le soutien aux entreprises et à l'emploi, c'est la défense, c'est le climat, etc. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a, si je fais une remarque technique, il y a l'outil des multiplicateurs et les multiplicateurs keynésiens, mais même là-dessus, il nous donne des enseignements assez contrastés, divergents. Et puis, de façon générale, dans une espèce de projection sur ce qui va faire le plus demain de croissance, de transition écologique, de cohésion sociale, on est très faible. Et croyez-moi, pour avoir pas mal cherché parmi les travaux académiques en France et ailleurs, il y a des choses sur la macroéconomie budgétaire, quel est le bon niveau de déficit, de dette par rapport au cycle, etc. Il y a très peu de choses sur ce que j'appellerais la microéconomie des dépenses publiques, c'est-à-dire comment on peut éclairer le choix pour maximiser l'intérêt des Français aujourd'hui et surtout demain. Donc je trouve que cet exemple qui a été donné est une illustration d'une attente ou d'une invitation beaucoup plus générale que je ferai, ça serait l'autre appel de Lyon. Thierry Pech. Non, pour emboîter le pas à François, la question n'est pas spontanément, en réalité, plus ou moins de moyens pour telle ou telle politique publique. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport Nos services publics, qui dit en gros les besoins augmentent, les moyens décroissent, l'effet de ciseau est terrible pour les services publics. Et chacun peut constater que nos hôpitaux et nos écoles ne sont pas en très bon état. Mais si on reste enfermé dans cette question quantitative, on fait l'hypothèse qu'au fond, le véhicule fonctionne bien, qu'on n'a juste pas mis assez de carburant dedans, quoi. Moi, je ne suis pas sûr que le véhicule fonctionne bien. Avant de savoir s'il faut donner plus ou moins, j'ai envie qu'on ouvre la boîte noire un peu de l'ingénierie du service public, par exemple de l'école. Pas sûr qu'on ne puisse pas faire autrement et mieux. On part de l'idée que voilà, la structure est la bonne. C'est pas sûr. Il faut se poser cette question de réorganisation. Et des deux côtés, parce que ceux qui sont pour la politique du rabot considèrent qu'il y a trop de carburant dans le véhicule d'une certaine façon. Bon. Mais personne ne s'intéresse à la façon dont il est structuré ce véhicule. Et ça, c'est un problème. Et moi, je crois beaucoup, alors pour le coup, je peux être très critique sur ce gouvernement, mais ce qui a été fait à Marseille-en-Grand montre qu'on peut enseigner autrement. On peut éventuellement produire le service public éducatif d'une autre façon. Et ça, c'est intéressant. Alors, beaucoup de questions qui viennent d'arriver et je vous les pose. Est-ce que les apports de l'économie comportementale sont assez pris en compte pour expliquer les effets des politiques publiques? Est-ce qu'on a des spécialistes de l'économie comportementale dans ce panel? Autre question, est-ce qu'il est possible de conditionner les aides au territoire? Quid de l'efficacité? Par exemple, l'exemple est pris des APL. Alors, ça, c'est la question de est-ce qu'une politique publique efficace, c'est une politique publique nationale, ou est-ce qu'elle serait plus efficace si elle était territoriale? Christine Herel, ça vous inspire? Oui, je
veux bien répondre sur l'aspect territorial. Effectivement, on a beaucoup parlé de politique nationale jusqu'à maintenant, mais donc il y a un enjeu très important qui est aussi l'enjeu local, l'enjeu régional et l'enjeu local qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais donc en matière d'emploi, ce qu'on sait, c'est que les politiques, pour être efficaces, elles doivent être effectivement bien coordonnées à un échelon qui est l'échelon du bassin d'emploi, donc à un échelon local, effectivement. Qu'une des difficultés en France, c'est qu'on a de multiples acteurs qui se sont un peu ajoutés les uns aux autres, hein, c'est-à-dire qu'on a les acteurs du service public de l'emploi, donc Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi, pour les personnes handicapées, mais on a aussi d'autres acteurs qui ont été ajoutés pour mieux coordonner effectivement certaines actions en faveur des entreprises, par exemple les maisons de l'emploi. Donc voilà, donc on a eu tendance au cours du temps à accumuler des institutions qui parfois donc peuvent finalement poser des problèmes en termes de, ce qui parfois peut poser des problèmes en termes de coordination. Alors donc là, une des ambitions du projet de création de France Travail, c'est effectivement d'avoir une meilleure coordination au sein du service public de l'emploi. Après, la question de la coordination plus large avec les régions, avec les municipalités, etc., elle reste posée. Juste pour contraster, donc ça c'est le cas français, donc il reste sur une logique qui est quand même une logique très centralisée, où l'échelon premier c'est l'échelon national, mais où ensuite on va donc construire des modes d'intervention à des échelons territoriaux. A contrario, on a des exemples beaucoup plus décentralisés qui existent en Europe, comme l'exemple du Danemark par exemple, où les municipalités sont en charge des politiques de l'emploi. Dans un cadre qui est en partie défini à l'échelon national, il y a des dispositifs qui sont définis à l'échelon national, mais ensuite les municipalités choisissent dans un portefeuille de mesures. On est plus sur donc de la gestion par objectif que de la gestion qui vient du haut avec il faut donc dans tel dispositif faire entrer tel nombre de personnes, etc. Or on a pu voir que c'était quand même globalement plus efficace en termes de conduite des politiques de l'emploi d'avoir effectivement ce fort échelon local. Alors après, juste pour terminer, la difficulté c'est que le Danemark c'est pas la France, c'est beaucoup plus petit, c'est un petit pays. Nous, on est un grand pays et donc ces questions de mise en œuvre locale, elles ne se posent pas exactement de la même manière. C'est pour ça donc qu'effectivement en France, on reste sur on ne peut pas envisager un fonctionnement qui omette un échelon intermédiaire, d'où l'échelon régional qui joue certainement un rôle important dans la gouvernance des politiques d'emploi. Autre question, je vous en livre deux. Alors sur ce qu'on appelle peut-être le design des politiques publiques, hein, donc les objectifs, etc. Une question intéressante sur quelle est l'influence et la place des sociétés de conseil comme McKinsey. Question intéressante. Et je vous en livre. Il y a beaucoup de questions sur l'évaluation. Et plusieurs qui reviennent en se posant la question, mais est-ce que justement la Cour des comptes n'est pas là pour évaluer? Est-ce que quelqu'un lit les rapports? Donc McKinsey, la Cour des comptes. Alexandra Roulet. McKinsey, moi, j'ai pas eu affaire du tout, ni de près ni de loin, aux organismes de conseil lors de mon passage au cabinet. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne pense pas qu'ils soient du tout... ils n'ont pas du tout été consultés dans la mise en œuvre des réformes que j'ai suivies, dans la conception des réformes que j'ai suivies. Et au niveau de la Cour des comptes, oui, la Cour des comptes fait un travail, en effet. Et les rapports sont lus. En fait, l'évaluation, c'est tout un écosystème. Donc, en effet, il y a différents acteurs qui ont différents rôles, et c'est important que voilà, chacun trouve sa place. Et encore une fois, je crois beaucoup au dialogue entre différents acteurs qui font les choses avec différentes perspectives. Donc, pas forcément les mêmes méthodes qu'utiliseraient les chercheurs en économie, pas forcément la même approche. Et je pense que c'est dans ce dialogue qu'on peut vraiment tirer des enseignements. Philippe Martin. Juste quelques points sur l'aspect local. Donc, je pense que c'est un point important parce que sur un certain nombre de politiques publiques en France, on a une approche très centralisée encore et uniforme sur tout le territoire. Thierry Pêche faisait allusion au secteur de l'éducation et ce qui est en train de se passer à Marseille. Je pense que c'est une expérience très intéressante et qu'il faut vraiment avoir en tête de potentielle différenciation, d'expérimentation, de donner peut-être plus d'autonomie aussi aux différents établissements et d'évaluer
du coût et ça permet de mieux évaluer parce qu'on a des expériences différentes sur le territoire. Une autre politique publique sur laquelle il y a un débat de le faire à un niveau avec une dimension locale, c'est par exemple aussi le SMIC. Il y a un débat entre les économistes pour dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas un SMIC différent potentiellement en Île-de-France ou dans différentes régions parce que évidemment le pouvoir d'achat du SMIC à 1 350 €, c'est pas le même dans un territoire rural, urbain, périurbain, etc. Et j'en vois bien tout l'intérêt. Le problème, c'est qu'en fait, il faudrait le faire à un niveau très très fin, c'est-à-dire que ce seraient des zones d'emploi potentiellement très différentes entre la Seine-Saint-Denis, le 16e arrondissement ou dans d'autres territoires. Et donc, ça devient extrêmement difficile. Et là, on pointe, je pense, à un arbitrage qui est important dans les politiques publiques. C'est d'un côté d'efficacité. Je pense que ce serait plus efficace d'avoir des SMIC locaux en termes à la fois de pouvoir d'achat, d'emploi, mais de l'autre côté, ça deviendrait quelque chose d'assez illisible et extrêmement complexe. Et tout le temps, les décideurs doivent avoir en tête cet aspect de lisibilité par rapport à une efficacité qui est certainement, encore une fois, plus forte quand on le fait, quand on différencie énormément la politique publique en fonction, par exemple, de la localité. Juste un point sur la Cour des comptes. Il se trouve que je suis membre du Haut Conseil des finances publiques et à la Cour des comptes, donc je vois un petit peu ce qu'ils font. D'abord, historiquement, la Cour des comptes, elle a au départ une approche relativement comptable des politiques publiques. C'est-à-dire qu'elle se pose la première des questions, qui est une question essentielle, qui est est-ce qu'on a bien dépensé l'argent public en fonction des règles et de la loi, etc. Donc c'est ça le premier point. Et elle va davantage maintenant, mais c'est pas l'essentiel de sa fonction, sur la question de l'évaluation et de l'évaluation en termes un peu scientifiques. Mais elle se dote en effet aujourd'hui d'une équipe, davantage d'économistes, de statisticiens, pour essayer de comprendre en effet est-ce qu'il y a un impact causal de cette politique publique sur l'objectif que s'était donné le législateur. Donc on va dans ce sens, mais il y a par ailleurs beaucoup d'autres organismes dont se nourrit la Cour des comptes. Je pense à l'Institut des politiques publiques, par exemple, qui fait un travail extrêmement important là-dessus, l'OFCE qui est rattaché à Sciences Po, et puis beaucoup de chercheurs sur ces questions. Question un peu plus politique sur les solutions, et peut-être qu'il faut revenir à Thierry Pech. Est-ce que la France n'est pas douée pour créer du consensus? Est-ce que les initiatives dont vous avez parlé, les budgets participatifs, les consultations en ligne, est-ce que ça, c'est une solution pour aboutir à des politiques publiques réussies? Et est-ce qu'on prend assez en compte, dans ce sentiment peut-être d'insatisfaction, est-ce que finalement les politiques publiques prennent assez en compte les perdants? Les perdants. D'abord, parmi tous les instruments participatifs que vous avez cités, je n'en vois pas qui ait suscité un très fort engouement. Il faut dire les choses comme elles sont. Prenons les budgets participatifs. Je crois qu'il y a des budgets participatifs dans beaucoup de grandes villes, tant et si bien que 20 millions de Français pourraient participer à un budget participatif. Or, le taux de participation se situe entre 2 et 3%. Et c'est à peu près toujours les mêmes qui viennent. C'est-à-dire, c'est ceux qu'on aurait entendus si on ne leur avait pas proposé le débat sur le budget participatif. Donc, bon. Et d'ailleurs, quand on voit les projets qui sont associés au budget participatif, ça correspond à peu près à ce qui les concerne et ce qui les intéresse. Et en revanche, les ouvriers, les chômeurs, les familles monoparentales, les familles isolées, on ne les voit pas. Voilà. Donc, ne rêvons pas, c'est compliqué. L'intérêt des dispositifs type convention citoyenne qui pourraient être développés au niveau local d'ailleurs, c'est qu'au contraire, on va chercher ceux qu'on ne voit jamais. Et que, du coup, ils sont là, ils sont indemnisés, et on peut entendre. Alors, donc, ça, c'est une partie de la question. L'autre partie sur les perdants, est-ce qu'on tient assez compte des perdants? Je pense que la République est bonne mère quand même, il ne faut pas exagérer. On dit toujours pour qu'une politique publique soit réussie, il faut bien indemniser les perdants.
Oui, il faut bien indemniser le perdant. Il y a néanmoins des pertes qu'il faut prendre aussi. Je veux dire, c'est pas quand il y a un changement technologique, un changement sectoriel important, on ne peut pas indemniser tous les perdants non plus. Non, ce que je crois, c'est que les politiques publiques doivent s'efforcer de ne pas faire des perdants qu'elles n'avaient pas prévus. Or, par exemple, le débat qu'on a eu sur la taxe carbone, Philippe Martin disait très justement, elle était entière distributive et ça a été insuffisamment vu. C'est vrai, mais il y avait aussi autre chose, c'est que l'incitation qui était créée par le renchérissement du prix des carburants devait pousser les consommateurs à consommer moins d'énergie fossile. Très bien. Et ils faisaient quoi? Alors, c'était quoi l'alternative? Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas un problème. Parce qu'on n'a pas à faire 15 km pour aller bosser, 15 km retour en voiture. Mais pour beaucoup de nos compatriotes, il n'y avait juste pas d'alternative. À l'époque. Il y en aura de plus en plus, mais il n'y en avait pas. Donc là, on fait des perdants. Et on les fait sans y avoir trop réfléchi. Ça, c'est impardonnable, je pense. Voilà ce que je peux vous dire. Il reste encore 10 minutes, ou 10-15 minutes, à cette table ronde. François Villeroy de Galhau. Oui, est-ce que la société française est douée pour créer du consensus? Moi, je vais me mettre dans la roue de Thierry au début sur des motifs d'optimisme ou de confiance, parce qu'il faut aussi qu'on en ait. D'abord, je vais relever que dans un domaine que je connais bien, il y a un objet à consensus et à consensus européen. Aujourd'hui, c'est l'euro. Et ça, je crois que c'est un formidable succès qu'on a su faire collectivement. Et je voudrais ajouter deux choses peut-être plus opérationnelles pour l'avenir. La première, on a beaucoup parlé de l'Allemagne et on a toujours cette vision un peu idéalisée de l'Allemagne qui arrive à faire du consensus et des réformes. C'est intéressant de voir quel est aujourd'hui le regard des Allemands sur les Français. Il se trouve que c'est un pays que je connais assez bien, où j'ai pas mal d'amis. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai donné une interview commune au début de l'année avec mon collègue allemand qui s'appelle Joachim Nagel à l'Express. Et à chaque fois, à la fin, la journaliste nous demande qu'est-ce que vous admirez plus dans le pays de l'autre. Et moi, je réponds le dialogue social en Allemagne, les entreprises de taille intermédiaire, le Mittelstand, etc. Et mon collègue allemand répond ce que j'admire le plus en France, c'est le pragmatisme. La scène se passait à Verdun, lieu d'affrontement puis de réconciliation franco-allemande. J'ai vérifié que j'avais bien entendu. Je lui ai fait répéter, vous pouvez regarder, c'est dans l'Express de janvier 2023. Et le pire, ou le mieux, si j'ose dire, c'est que j'ai vu un certain nombre d'amis allemands au cours du mois dernier et ils m'ont parlé du pragmatisme français. Alors ça tient aussi à leurs problèmes, ça ne doit pas nous consoler. Mais ça tient quand même à des choses qu'on sait réussir, effectivement sur la politique anti-Covid, effectivement sur les politiques de l'emploi. L'économie française est aujourd'hui beaucoup plus efficace pour créer des emplois et on pourrait citer d'autres exemples. Mon autre raison d'optimisme, et ça je la retire peut-être de notre débat, c'est que si on cherchait quelques leviers pratiques pour mieux réussir les politiques publiques, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que le local peut parfois mieux réussir que le national, d'où l'expérimentation, et pas qu'à Marseille. Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'il faut trouver la bonne échelle de temps. Je m'explique, j'ai insisté sur le temps, mais je me méfie du face-à-face entre l'immédiat et l'éternel. Vous voyez ce que je veux dire? L'immédiat, c'est qu'il faudrait des solutions, là, dans la semaine, aux problèmes qui se posent. C'est l'émotionnel et la dictature du temps court. Et puis l'éternel, c'est ce qu'on met dans la loi comme un bloc de marbre et auquel on ne touche pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer de temps en temps le pluriannuel? Et là, peut-être, après tout, des plans stratégiques d'entreprise peuvent aider. Mais sur certains sujets, essayer de se construire une stratégie et de l'évaluer au bout de quelques années. Et je vais terminer par ce qui est mon plus grand motif d'espoir, et notamment pour les jeunes qui sont là. Je suis assez frappé d'une convergence possible entre les attentes des citoyens et les attentes des salariés ou des travailleurs. On n'en a pas parlé ce matin, mais il y a une révolution du travail qui est en cours, et qui ne tient pas seulement au télétravail. C'est des attentes très très fortes de votre génération, mais pas seulement des plus jeunes, de sens, d'autonomie, de transversalité. C'est des attentes très fortes et tous ceux qui sont employeurs le savent. Aujourd'hui, savoir changer les entreprises là-dessus, ce n'est pas facile, mais c'est indispensable. Est-ce que par rapport à ces attentes-là, de sens, d'autonomie,
de transversalité, il n'y a pas un tout petit peu une indication de méthode sur la façon de réussir certaines politiques publiques. Alors ça peut passer par la Convention citoyenne, ça peut passer par d'autres choses. Et comme j'ai dit beaucoup de bien de Thierry, je vais terminer quand même par un point de désaccord, où là je vais rejoindre Philippe Martin. Je pense que d'une façon ou de l'autre, il faudra que nous arrivions à reposer la question d'un prix du carbone et d'une taxe carbone. Là aussi, je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais justement compenser. Voilà. Mais peut-être que ces indications de méthode peuvent aider. Mais je suis pour, François. Ah, J'ai jamais dit que j'étais contre. non, mais là tu as dit que tu étais pour. Oui, mais pas n'importe comment et à n'importe quel prix, c'est ça la question. Avec des solutions alternatives. Ben oui, bien sûr. Ouais. Christine Erel, puis Philippe Martin qui veut revenir sur McKinsey, et puis il nous reste que 10 minutes, et puis j'ai 2 questions très intéressantes, je vais les dire comme ça, le panel a le temps d'y réfléchir. Une question sur le retour en arrière. Il y a eu quand même 2 ou 3 rapports d'une commission officielle qui conclut à l'inefficacité globale de la réforme de la taxation du capital, votée en 2017. Comment expliquer qu'en 2023, ça n'a toujours pas été modifié, puisque ça ne marche pas, demande Gilles Marie. Et dernière question, ah bah oui, sur une politique publique réussie, peut-être qu'il faut savoir penser en dehors de la boîte. Un de nos auditeurs qui dit, il y avait, pour les retraites, il y avait une autre solution, c'était aller chercher l'argent ailleurs, qu'en pensez-vous? Il n'y a pas que 3 solutions, il y en aurait d'autres. Christine Erel, tout ça en 10 minutes. Christine Erel. Oui, alors deux choses. La première, c'est pour écouter les gens. Il me semble aussi qu'en matière d'évaluation, il faut donner la place à d'autres disciplines que l'économie. Je crois beaucoup quand même à l'évaluation pluridisciplinaire des politiques publiques, donc incluant aussi des sociologues, par exemple. Pour revenir sur l'exemple de la garantie jeune, je pense que ça avait été là aussi un bon exemple en matière d'évaluation, parce qu'il y avait des équipes de différentes disciplines qui avaient évalué le dispositif et montré effectivement aussi des aspects plus qualitatifs de la perception des jeunes par rapport au dispositif. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est sur l'aspect évaluation et méthode. Et sinon, sur le fait que la France, finalement, ne s'en sort pas si mal, me semble-t-il, par rapport à d'autres pays, je voudrais revenir sur l'exemple, j'ai parlé tout à l'heure du Danemark. Il me semble que les pays du Nord, donc ça a été, on en parle depuis des années comme un exemple à suivre, un modèle à suivre. Je pense que ça reste vrai sur certains aspects institutionnels, sur le dialogue social, etc. Mais attention, la culture du consensus, ça peut aussi conduire à de l'exclusion. C'est ce qui se passe actuellement où en fait le modèle social danois ou suédois, il est considéré comme étant une priorité, mais au prix du fait de fermer complètement les pays à l'immigration. Donc on est sur une logique qui est une logique excluante, malgré tout, dans ces modèles qui sont pourtant des modèles consensuels, mais même les sociodémocrates ont dû accepter du coup des mesures qui sont des mesures de restriction par rapport aux flux migratoires, alors qu'en France, on reste quand même, malgré les débats actuels qui peuvent poser problème du point de vue des propositions qui sont faites, on reste quand même sur une logique qui est une logique plus ouverte. Et un point positif là aussi, je voudrais souligner, il y a eu des publications récentes de l'INSEE sur les niveaux d'éducation atteints par les enfants d'immigrés qui montrent que la part des enfants d'immigrés diplômés du supérieur se rapproche de celle des natifs, entre guillemets, enfin des Français non d'origine étrangère. Et ça, c'est des bonnes nouvelles qu'il faut aussi savoir retenir. Philippe Martin, McKinsey. Non, sur les cabinets de conseil, moi, j'en ai vu quelques-uns à l'œuvre sur différents sujets. Alors, franchement, sur le sujet, justement, de l'évaluation des politiques publiques, c'est de très piètre qualité. C'est franchement mauvais. C'est souvent des PowerPoint très, très synthétiques et sans grand intérêt. Je pense que sur d'autres sujets, et donc du coup, alors j'ai un conflit d'intérêts puisque je suis universitaire, je pense que l'État devrait beaucoup plus utiliser justement les chercheurs, les universitaires qui sont là aussi pour ça et qui sont payés d'ailleurs par l'État ou à l'intérieur même de l'État des organismes d'évaluation. Donc j'ai pas de problème sur le fait qu'il faut certainement réduire le rôle des cabinets de conseil sur ce type de sujet. Sur d'autres sujets, je pense sur l'accompagnement numérique, informatique de l'État ou des collectivités locales, j'ai l'impression qu'il y a une utilité pas négligeable. Et puis, enfin, je pense que si on se pose la question, c'est quoi les questions importantes sur les politiques publiques, je rappelle juste que les cabinets de conseil, c'est 0,04% des dépenses publiques. Donc,
À la fin, je comprends que c'est un sujet politique et je pense qu'on peut se débarrasser d'un certain nombre d'entre eux sur un certain nombre de sujets, mais ce n'est pas le sujet essentiel. Ne nous trompons pas de combat de ce point de vue. Alexandra Roulet, je me tourne vers vous pour la question sur la taxation du capital qui a donc été du capital, donc il y a eu en effet typiquement un comité d'évaluation mis en place au sein de France Stratégie, donc qui a montré plusieurs choses. Il y a des rapports, évidemment c'est toujours pareil, les réformes mettent du temps à se mettre en œuvre, à produire leurs effets. Donc il y a eu des rapports annuels successifs. Donc en gros, ce qu'on sait, c'est que le prélèvement forfaitaire unique, ça a été en fait autofinancé parce que même si ça venait réduire le taux, la base fiscale s'est élargie parce que les gens se sont mis à se verser plus de dividendes et donc au final, ça a été autofinancé. On sait aussi que la réforme de la fiscalité du capital a eu un effet sur les impatriations, c'est-à-dire des anciens exilos fiscaux qui sont revenus en France. Donc ça, c'est aussi des statistiques qui sont mises à jour chaque année. Et en effet, on n'a pas pu montrer pour l'instant d'effets positifs, mais non plus d'effets négatifs. Enfin, il n'y a pas eu d'effet significatif sur l'investissement des entreprises, mais il n'y a pas d'éléments dans ces évaluations qui nécessiterait de revenir en arrière. Ce n'est pas une réforme, ce n'est pas une baisse du prélèvement sur le capital qui serait coûteux, qui viendrait au détriment d'autres choses. Sur la question, et ça revient aussi sur la question de la taxation, sur la question des retraites, en effet, il y a une piste, il y a une branche, mais que je mettrais sur la branche, on pouvait augmenter les cotisations ou on pouvait aller chercher l'argent ailleurs. Donc je suppose taxer, taxer quelque chose. Donc c'est tout à fait, c'est une option, mais clairement l'exécutif a dans son ADN le fait de ne pas augmenter les impôts et même de les baisser, encore une fois, parce que le raisonnement sous-jacent, c'est de choisir l'option qui a les meilleures propriétés macroéconomiques. Donc c'est très clair que l'exécutif en tant que tel n'allait pas proposer une solution qui passait par la hausse des impôts. Merci Alexandra Roulet. François Villeroy de Galhau, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Je ne voulais pas avoir le mot de la fin, mais comme Thierry Pêche a cité Malraux, moi je voudrais citer Balzac, dans un roman peu connu qui s'appelle Les Employés. Il y a cette phrase qui illustre un certain nombre de débats. On est au 19e siècle, première moitié du 19e siècle. Le budget n'est pas un coffre-fort, c'est un arrosoir. Bon, la phrase n'a peut-être pas totalement perdu son actualité 2 siècles après, mais je vais la revisiter sous un angle écologique. On sait combien l'eau est une ressource rare. Et donc, je pense que le débat qu'on a eu pendant 2 heures, c'est comment passer de l'arrosoir, non pas au goutte à goutte, mais à l'alimentation ciblée. Là, on en a besoin de nos ressources collectives. Voilà, j'espère qu'on a dessiné quelques pistes et que si Balzac revenait à Lyon, il écrirait les employés espérants. Merci. Merci aux panélistes. Excellente journée de l'économie. Les prochaines sessions sont à 14h. Bon, alors. Ah ouais. Bah oui, c'était pas facile. C'est quoi C'est pas ça, là. C'est ça les SMS? Oui, c'est moche. C'est pour ça que je vous en ai balancé plein là.